Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple et le tapis du foyer taché de secrets. Une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants à l'avenir. Chapitre 1. Le tapis de foyer qui n'aurait pas dû être là. La tempête s'était intensifiée lorsque le gendarme atteignit le manoir de Thistlecroft. La pluie cinglait les vitres et le vent hurlait dans les vieux conduits de cheminée comme une bête à qui l'on interdit l'entrée. À 9h08 précises, un cri strident et inattendu résonna dans les couloirs du manoir, suivi du cliquetis, caractéristique d'un plateau d'argent heurtant les dalles. Lorsque les invités se rassemblèrent dans le salon, la porte était verrouillée de l'intérieur, le feu était faible, et le major Geoffrey Redford gisait affalé près de l'âtre, la tête cruellement heurtée contre le garde-corps en marbre. Le tisonnier était toujours en place, intact, aucune fenêtre ouverte, aucune trace de pas, aucun signe d'effraction. Et pourtant, il était mort. Miss Marple n'avait pas prévu d'être à Thistlecroft ce soir-là. Elle aurait dû rester chez elle à St. Mary Mead a siroté un pot d'eau d'orge citronnée et à défaire un tricot récalcitrant. Mais une vieille amie, Madame Edith Chiltern, avait insisté pour qu'elle se joigne à elle pour un dîner de charité au manoir, organisé par la riche Lady Cynthia Redford, récemment veuve. Miss Marple, avec son chapeau modeste et ses gants impeccables, avait observé discrètement tous les invités, comme à son habitude. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était un meurtre. Ce n'était pas le corps qui la troublait d'abord, ni la porte verrouillée, ni l'absence de sang. C'était le tapis, le grand tapis turc qui s'étalait comme un témoin silencieux devant la cheminée. Elle l'avait remarqué plus tôt, en sirotant un modeste verre de sherry pendant l'apéritif. Il était alors incliné, de quelques centimètres de travers, à peine assez pour attirer l'attention, sauf si l'on était enclin à remarquer ce genre de choses. Mais maintenant, alors que la porte était forcée et que le groupe se précipitait à l'intérieur, horrifié, Miss Marple vit qu'il avait retrouvé une symétrie parfaite avec la pièce. Quelqu'un, après le décès, l'avait déplacé, et quelqu'un, soucieux des apparences, avait pensé à le remettre en ordre. L'inspecteur Gerald Cray, de la police du comté, arriva à 10h, trempé jusqu'aux os, et posant des questions avec empressement. « Chambre fermée à clé », marmonna-t-il d'un ton sombre, les yeux fixés sur la porte massive, et les vitres déverrouillées. « Tous les invités sont là, et personne n'a quitté la pièce entre le moment où le cri a été entendu et celui où la porte a été enfoncée ?» Il jeta un coup d'œil circulaire à la pièce, s'arrêtant sur Miss Marple, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Pas d'étranger, pas de traces d'effraction. Curieux. C'est curieux, répéta doucement Miss Marple, que quelqu'un puisse s'embêter avec la décoration intérieure immédiatement après avoir commis un meurtre. Cray se retourna. « Tu reviens ?» Le tapis de cheminée, inspecteur. Il était déplacé plus tôt dans la soirée. Il est maintenant parfaitement droit. Trop parfait, à mon avis. L'inspecteur fronça les sourcils. Peut-être que quelqu'un a trébuché, ou l'a ajusté sous le choc. Peut-être. La voix de Miss Marple était douce, mais son regard perçant. Mais pas quand le tapis est sous le corps, je pense. Il faudrait soulever légèrement le corps du major. Un acte assez délibéré, n'est-ce pas? Il y eut un silence. L'inspecteur regarda à nouveau. Le tapis du foyer était effectivement partiellement sous le major tombé, juste assez pour qu'un coin ait besoin d'être replié. Lady Redford, élégante en satin prune profond et perles, s'essuyait les yeux avec un mouchoir monogrammé. Geoffrey n'avait pas d'ennemis, insista-t-elle. C'était un pilier de la communauté. Tout le village l'adorait. Miss Marple s'autorisa un léger sourire. D'après mon expérience, chère Lady Redford, personne n'est universellement adoré, pas même les vicaires. Et les piliers, surtout ceux qui sont droits, ont tendance à s'effondrer sous certaines contraintes. Les invités formaient un groupe curieux. Madame Edith Chiltern, acerbe, d'une loyauté farouche et sujette au commérage. Le docteur Lionel Finch, qui connaissait les Redford depuis plus de 20 ans,
et qui avait déclaré le major mort d'un traumatisme contondant. Ses mains avaient légèrement tremblé en prononçant ces mots, mais personne d'autre ne semblait s'en apercevoir. Il y avait Thomas Denning, le jeune cousin du major et héritier présomptif, aperçu en train de se disputer avec le défunt l'après-midi même au sujet de la vente d'une parcelle de terrain voisine. Et bien sûr, il y avait mademoiselle Violette Marsh, la compagne rémunérée de Lady Redford, calme et oubliable, assise, raide dans un coin, évitant le regard de tous. Miss Marple écoutait plus qu'elle ne parlait. Pendant l'heure qui suivit, tandis que les agents circulaient, silencieusement dans le manoir, elle scruta les détails qui échappaient aux autres. Le cendrier en argent posé sur le bureau contenait 2 mégots, un neuf, un vieux, mais le major avait arrêté de fumer depuis des années, sur prescription médicale. Un bout de papier déchiré se consumait dans la cheminée, trop carbonisé pour être lu, mais encore légèrement parfumé à l'encre lavande, un détail qui la ramena à l'esprit du nécessaire de papeterie personnelle de Lady Redford. Plus tard, tandis que les invités étaient interrogés individuellement, Miss Marple prit la parole en dernier. « Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel » demanda l'inspecteur. « Eh bien, dit-elle d'un ton léger, je suppose que cela dépend de ce que l'on considère comme inhabituel. Le major Redford avait l'habitude, en temps de guerre, de toujours placer son verre à gauche de sa chaise, jamais à droite. Et pourtant, ce soir, je l'ai vu le lever du côté droit juste avant le dîner. Cela peut paraître un détail, mais j'ai souvent trouvé de telles incohérences révélatrices. Révélant quoi? De stress ou de pressentiment. Cela suggère que le major était distrait, peut-être effrayé, et il n'était pas le seul. Mademoiselle Marsh avait l'air vraiment malade quand la question du testament a été évoquée au dîner. « Will » Cray haussa un sourcil. « Oh oui » dit Miss Marple. « Le major avait prévu de le réviser. Il l'a dit haut et fort, en fait. Il a mentionné qu'une partie serait versée au fonds scolaire local plutôt qu'à la cité Denning. Cela a semblé calmer la table assez efficacement. Thomas Denning, interrogé, s'est moqué de lui. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. J'étais peut-être en désaccord avec ses opinions, mais il faisait partie de la famille. J'avais entendu parler d'une modification du testament, certes, mais cela n'avait pas été fait. « Pas encore », dit Miss Marple d'un ton doux. Miss Marsh, confrontée à la situation, pâlit visiblement. « Je ne savais rien des testaments. Lady Redford s'en occupe. J'aidais à la correspondance ce matin, c'est tout. Je triais de vieilles lettres, etc. » Elle hésita. Il manquait une enveloppe dans son tiroir. Je le lui ai dit. « Tu l'as dit à Lady Redford ?» Elle a dit de ne pas s'inquiéter. Et c'est à ce moment-là, pensa Miss Marple, que les fils commencèrent à se défaire. À minuit, le calme revint dans la maison et les invités furent conduits dans leur chambre sous surveillance légère. Miss Marple, cependant, s'attarda. Elle demanda, avec sa douceur, si elle pouvait jeter un autre coup d'œil au salon. L'inspecteur lui accorda sa faveur, mi-amusé, mi-curieux. Elle s'agenouilla lentement près de l'âtre. Ses doigts parcoururent le tissage du tapis. Juste sous la main du major, quelque chose se froissa. De ses doigts délicats, elle le souleva. Un petit carré de papier, pas plus grand qu'une carte à jouer, humide de suie et légèrement parfumé. De la lavande, encore. Elle l'examina à la lueur du feu. Ce n'était pas un mot, mais un reçu de Colthorpe et Blight, les notaires locaux, daté de 3 jours auparavant. Il confirmait un rendez-vous prévu pour le lendemain matin, pour officialiser un testament révisé. Miss Marple le plia et le tendit à l'inspecteur. « Eh bien, murmura-t-elle, il semblerait que personne ne puisse se permettre d'attendre. » Cray fixa le reçu. « Tu penses que c'était ça le mobile ? Je crois que quelqu'un a cru que demain apporterait un changement, qu'il ne pourrait tolérer. Et je crois que le tapis a été redressé non par culpabilité, mais par habitude. Quelqu'un est obsédé par l'ordre, les apparences, le contrôle. Il a bordé le tapis parce qu'il était en désordre, alors même que le corps refroidissait. Les yeux de Cray se plissèrent. « Lady Redford ?» Je ne saurais l'affirmer avec certitude. Miss Marple sourit. « Mais c'est curieux, n'est-ce pas ? Qu'une femme qui prétendait être à l'étage au moment du cri en sache assez pour dire à l'agent que Geoffrey était tombé près de la cheminée avant même d'entrer dans la pièce. » Cray cligna des yeux. Un lapsus peut-être. «
Mais je me demande quels autres lapsus nous pourrions découvrir. Avec le temps. Alors qu'elle se retournait pour partir, le vent hurla de nouveau à travers les combles. Le tonnerre gronda au-dessus du manoir. Quelque part au fond du couloir, une porte s'ouvrit lentement en grinçant, bien que personne ne l'ait touchée. Mais Miss Marple réfléchissait déjà, assemblant les pièces du puzzle avec une précision silencieuse. Elle l'avait déjà vu. Le masque poli du chagrin, le calme dangereux qui le cachait. Et elle avait le pressentiment que le tapis n'était qu'un début, que d'autres secrets se cachaient sous le motif soigné de civilité qui drapait le manoir Thistlecroft comme un voile. Et dans le silence de sa chambre cette nuit-là, elle ouvrit son carnet et écrivit une seule ligne sous la date. Le tapis du foyer a été déplacé, mais pas par Leja, mort. Chapitre 2. La tasse de thé qui a attendu trop longtemps. La pluie n'avait pas cessé depuis le meurtre, tambourinant sans relâche sur les vitraux du manoir de Thistlecroft et brouillant la vue déjà sombre du parc. Le matin apportait une brume grise et froide, comme si le ciel lui-même avait voilé les horreurs de la nuit précédente. À l'intérieur, la maison restait silencieuse, ses occupants avançant sur la pointe des pieds dans les couloirs, la voix basse, les gestes prudents, comme s'ils craignaient de déranger une bête endormie dans les murs. Le salon avait été scellé, bien sûr, et le corps du major Redford transporté à l'infirmerie du village. Pourtant, en descendant l'escalier ce matin-là, vêtue de son tweed habituel et d'un collier de perles bleu pâle, Miss Marple sentit que la maison n'avait pas encore livré le dernier de ses secrets. La mort, croyait-elle, laissait des traces, pas toujours des taches de sang ou des empreintes digitales, mais des choses beaucoup plus calmes, un regard non échangé, un silence trop long, ou dans ce cas précis, une tasse de thé restée intacte. Elle prit son petit déjeuner dans le petit salon, comme la plupart des invités, tous rassemblés tels des survivants d'un naufrage, à la dérive en eau trouble. Lady Redford, toujours maîtresse de maison, semblait calme. Trop calme peut-être, son chagrin trop précisément mesuré. Thomas Denning était silencieux, les yeux injectés de sang, mais il répondait poliment lorsqu'on lui adressait la parole. Violette Marsh, pâle et renfermée, ne mangeait pas. Edith Chiltern babillait avec une joie forcée, sa voix formant un contrepoint tranchant à la tension ambiante. Le tintement de la porcelaine et le léger bruissement des serviettes emplissaient l'air d'une normalité fragile. Ce fut le docteur Finch qui se leva le premier de table, marmonnant quelque chose à propos de la nécessité de récupérer son sac dans le bureau. Miss Marple le regarda partir. Le médecin avait toujours été considéré comme compétent, quoique un peu froid. Pourtant, ses mains, lorsqu'il avait examiné le corps, avaient légèrement tremblé. Non pas de peur, pensa-t-elle, mais peut-être de colère ou de culpabilité. Elle sirota son thé pensivement et laissa son regard dériver. Là, sur le buffet, parmi les soucoupes soigneusement empilées et les restes de génoise au citron, se trouvait une seule tasse à thé, intacte, en porcelaine rose pâle, bordée de dorures. Et contrairement aux autres, elle était froide. Miss Marple ne fit aucun commentaire immédiat. Elle remarqua simplement sa position, loin des autres tasses, à l'écart. Et tandis que les autres partaient par petits groupes, elle s'en approcha, soulevant délicatement l'anse. Elle était pleine, la surface intacte. Pas de rouge à lèvres, pas de taches, mais elle exhalait un léger parfum de bergamote, signature du mélange préféré de Lady Redford. Étrange, les invités avaient tous pris leur thé. Pourquoi celui-ci était-il resté? Pourquoi personne ne l'avait-il remarqué? Elle se retourna en entendant des pas s'approcher. Violette Marsh, telle une ombre, ramassait la vaisselle, les yeux baissés. Miss Marple s'adressa à elle avec une douce chaleur. Quel dommage pour le temps. Et l'orage de la nuit dernière. C'est un miracle que les fenêtres m'aient tenu. Violette hocha la tête en silence. Je dois dire, poursuivit Miss Marple, que j'ai remarqué une jolie tasse de thé qui a été oubliée. Je me demande à qui elle appartenait. Phil marqua une pause. Je ne sais pas. J'ai rapporté 7 tasses, je crois. 8, corrigea Miss Marple avec douceur. Violette rougit, puis se retourna vivement, équilibrant le plateau. Peut-être que quelqu'un a changé d'avis. Peut-être. Mais Miss Marple observait la silhouette de la jeune fille s'éloigner, les yeux plissés. Elle avait remarqué autre chose.
Les mains de Violette, délicates et habiles, tremblaient non pas de peur, mais de retenue. Elle cachait quelque chose. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la culpabilité, mais peut-être tout à voir avec la loyauté. Plus tard dans la matinée, l'inspecteur Cray revint. Ses bottes étaient humides de pluie, son pardessus sentait légèrement la laine et la fumée de pipe. « Toujours aucune trace d'effraction, grommela-t-il. Rien ne manque, aucune trace de lutte. C'est une sacrée énigme. » Miss Marple attendit qu'il ait fini son thé avant d'aborder doucement la question de la tasse intacte. Elle était servie avec les autres, mais personne n'en a bu. Curieux. Cela suggère que quelqu'un attendait un invité qui n'est jamais venu. Cray haussa un sourcil. Tu crois que le tueur voulait prendre le thé avec quelqu'un? Ou quelqu'un qui voulait parler au major en privé? Peut-être quelqu'un qui n'avait aucune intention d'être vu. Tu penses que c'était une réunion secrète? Quelque chose d'a priori. Mais interrompu peut-être, ou reconsidéré. Cray fronça les sourcils. Tu penses que c'est pertinent? Je trouve étrange, répondit doucement Miss Marple, qu'un homme meure seul dans une pièce fermée à clé, mais qu'une tasse de thé attende un visiteur qui n'est jamais venu. Cray se leva. Je vais interroger à nouveau le personnel, et je demanderai à Lady Redford ce qu'il en est du thé. Pas besoin. Miss Marple sourit. Elle le sait déjà. La coupe était à elle. Cet après-midi-là, la maisonnée resta à l'intérieur, le temps se gâtant. Les invités erraient, agités et méfiants. Thomas Denning était assis dans la bibliothèque, le regard perdu dans le vide. Miss Marple le rejoignit brièvement, faisant une remarque sur un livre qu'il tenait mais ne lut pas. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» dit-il soudain. « Il suffit d'une nuit pour tout changer. Je croyais que Geoffrey vivrait éternellement. » « Peu d'hommes le font, » murmura Miss Marple. Il lui jeta un coup d'œil. « Tu crois que quelqu'un dans cette maison l'a tué? Je pense que quelqu'un voulait vraiment le faire taire. Et je pense que le mobile n'est peut-être pas celui que tout le monde suppose. L'argent est une réponse simple. Mais on tue rarement pour des raisons simples. » Il hésita. « Quoi d'autre, alors? » « Des secrets, monsieur Denning. L'amour, la honte, ou la peur du qu'on pourrait dire ensuite. » Il se raidit, puis ricana amèrement. « Eh bien, je suppose que nous avons tous quelque chose que nous préférerions ne pas voir exposé dans un salon. »« En effet, » dit Miss Marple, l'observant attentivement. « Mais les secrets ont tendance à remonter à la surface quand l'eau est agitée. » Dans le couloir, elle croisa de nouveau Mademoiselle March, cette fois près du placard à linge de l'étage. La jeune fille sursauta en la voyant. « Mademoiselle March, dit-elle doucement, si quelque chose vous fait peur, vous devez en parler. »« Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je crois que oui. Je crois que tu devais rencontrer le major Redford pour le thé hier soir. Je crois que tu lui as apporté la tasse. Et puis, quelque chose a changé. » Les yeux de Violette se remplirent de larmes. « Il m'a demandé de venir. Juste pour parler. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire à propos de Lady Redford. Mais quand je suis arrivé au salon, la porte était fermée à clé. J'ai frappé. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai cru qu'il avait changé d'avis ou qu'elle était là. Elle? Lady Redford. Elle savait toujours quand on se parlait. Elle détestait ça. Vous vous souciez du major? Violette baissa les yeux. Pas comme ça. Mais il était gentil. Et il savait des choses. Ce qu'il disait allait bientôt sortir. Miss Marple lui prit brièvement la main. « Tu n'as rien fait de mal. Mais tu ne dois pas mentir, même pour protéger quelqu'un que tu admires. La vérité a le don de percer, même sous la pierre. » Ce soir-là, Cray revint avec de nouvelles fraîches. La carte de rendez-vous découverte par Miss Marple près de l'âtre, confirmant un « rendez-vous avec l'avocat », avait disparu de la table d'épreuve. « Disparu » demanda-t-elle. « Disparu », dit Cray d'un ton sombre. Quelqu'un brouille les pistes, et quelqu'un a eu accès à la salle d'épreuve des gendarmes. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. Pas quelqu'un sans statut. Lady Redford était dans son bureau lorsque Miss Marple demanda à lui parler. Le feu était faible. Elle s'assit à côté, un châle brodé sur les épaules. « Que puis-je vous aider, Miss Marple? »« Je voulais te poser une question sur la tasse de thé, celle qui n'a pas été touchée. » Le sourire de Lady Redford ne faiblit pas. « On m'a dit que vous étiez très observateur, mais je crains que vous ne donniez un sens à ce qui n'en a pas.
Peut-être, mais je trouve étrange que la tasse ait exhalé le parfum de votre mélange de bergamote alors que nous buvions tous du Ceylan. C'était une tasse privée, dit-elle calmement. Je demande souvent à Violette de préparer la mienne séparément. Et elle l'a fait hier soir? Lady Redford marqua une pause. Oui, pour le Major Redford. Le scintillement dans ses yeux fut bref, mais présent. Non, pour moi. Alors pourquoi ne l'as-tu pas bu? J'ai oublié. Ou quelqu'un vous en a empêché. Silence. Puis, Mademoiselle Marple, m'accusez-vous de quelque chose? Je ne fais que suivre les feuilles de thé, Lady Redford. Et elle suggère que quelqu'un dans cette maison craignait ce que le Major s'apprêtait à révéler. Quelqu'un qui savait qu'il avait rendez-vous avec son notaire. Et quelqu'un qui n'était peut-être plus en mesure d'hériter de ce qu'il avait autrefois. Lady Redford se leva, la voix glaciale. Si vous persistez dans vos spéculations, je demanderai à l'inspecteur Cray de vous destituer. Mais Miss Marple se contenta d'incliner la tête. Bien sûr. Je ne suis qu'une vieille dame trop curieuse. Mais je recommande la prudence. Surtout maintenant que nous savons que quelqu'un a falsifié des preuves officielles. Cette nuit-là, alors que la tempête poursuivait sa progression implacable sur le village, Miss Marple était assise dans sa chambre, à la lumière d'une lampe. Son carnet était ouvert, sa plume en main. Elle nota un nouveau nom à côté des autres et souligna une phrase. La tasse de thé n'était pas destinée à être bue, mais le message qu'elle portait a attendu trop longtemps. Et juste avant minuit, un cri résonna à nouveau dans la salle, aigu, urgent. Un deuxième invité avait disparu. Chapitre 3. La lettre brûlée avant d'être lue. La pluie n'avait pas cessé au matin. Elle semblait même plus déterminée. Le manoir de Thistlecroft se dressait, courbé contre la tempête, sa façade de pierre striée d'eau, les vieilles gouttières gémissant sous le poids. De faibles volutes de fumée s'échappèrent des cheminées, mais même ce réconfort semblait creux au vu du malaise qui régnait dans chaque couloir. Un homme était mort, un autre avait disparu, et le murmure des secrets flottait dans l'air comme une odeur de cendres humides. La seconde disparition, celle du jeune Thomas Denning, avait plongé la maison dans un silence nouveau. Non pas de la panique, mais quelque chose de plus calme, de plus froid. Comme si chaque invité craignait désormais d'être le prochain à disparaître. Miss Marple avait à peine touché à son petit déjeuner. Elle s'était levée tôt, bien avant que le reste de la maison ne s'éveille, et avait passé un moment à la fenêtre est de sa chambre, d'amis, donnant sur l'allée de gravier qui serpentait derrière la roseraie. C'est là, dans la faible lumière grise, qu'elle remarqua la touffe d'herbe brûlée près du vieux cadran solaire. Étrange, vu la pluie. Elle sortit en imperméable, traversa d'un pas léger les flaques d'eau et se tint sous le chêne noirci. Là, au milieu de la boue et des feuilles mortes, se trouvait un petit tas de cendres, curieusement distinct, protégé par les branches qui surplombèrent la maison, à peine perturbé par l'orage. Elle s'agenouilla et passa délicatement la suie au tamis avec un mouchoir. Un reste de cire carbonisée, un coin de parchemin. Et là, oui, à peine visible, la courbe d'un monogramme à l'encre bleue. Gr. Sceau personnel du Major Geoffrey Redford. Lorsque le reste de la maisonnée émergea, les cendres avaient été soigneusement recueillies, enveloppées dans du ciré et discrètement glissées dans le sac à main de Miss Marple. Elle en avait vu assez au cours de sa vie, observant tranquillement la vie des autres depuis le refuge de St. Mary Mead, pour savoir distinguer un feu abandonné d'un feu allumé avec intention. Ce message était destiné à disparaître. L'inspecteur Cray arriva en milieu de matinée, convoqué une nouvelle fois du village, le visage ridé par la frustration. « Toujours aucun signe de Denning », marmonna-t-il après avoir pris connaissance du rapport de Miss Marple. « Rien n'indique qu'il ait fait ses bagages. Son manteau est toujours sur le pater, mais sa canne a disparu. Peut-être, dit doucement Miss Marple, qu'il n'avait pas l'intention de partir. Peut-être que quelqu'un destiné pour que nous pensions qu'il l'avait fait. » Cray fronça les sourcils. « Tu crois qu'il a été enlevé ?» Je pense qu'il savait quelque chose. Peut-être quelque chose que le Major Redford lui a confié en confidence, ou quelque chose qu'il a découvert par lui-même. Et je pense que quelqu'un voulait détruire cette information. Elle lui montra le parchemin carbonisé. « Une autre lettre ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle, et je crois que celui-ci n'a jamais été ouvert. » Cela le surprit. «
Tu veux dire que quelqu'un l'a brûlé, avant en lisant? Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Mais je me demande, qui brûlerait une lettre scellée sans la lire, à moins de savoir ce qu'elle contient? Lady Redford fut la première à être interrogée ce matin-là. Elle était impeccablement vêtue, comme toujours, mais ses yeux étaient cernés de fatigue. Thomas était troublé, dit-elle doucement. Lui et Geoffrey s'étaient disputés à plusieurs reprises à propos d'argent, de terre, de domaine, et je ne suis pas surprise qu'il se soit enfui. J'avais prévenu Geoffrey de ne pas le garder près de lui. Ce garçon était une véritable tempête. Un instant dévoué, l'instant d'après imprudent. « A-t-il reçu une lettre hier ?» demanda Cray. « Je ne sais pas » demanda Violette. « C'est elle qui gère la correspondance. » Violette Marsh, lorsqu'elle fut appelée, était pâle, comme du lin. Elle confirma qu'une lettre pour M. Denning était arrivée 2 jours auparavant, remise en main propre par un garçon du village. Elle l'avait déposée sur la table du hall. C'était scellé? Oui, avec de la cire. Le sceau du major Redford. Miss Marple l'observa attentivement. Et M. Denning l'a-t-il lu? Violette hésita. Je ne l'ai jamais vu avec. Mais je me souviens qu'il m'a demandé, très doucement, si j'avais remarqué quelqu'un enlever des objets du bureau. C'était la veille de la mort du major. Cray griffonna un mot. Serait-ce le testament? Ou quelque chose de plus personnel, murmura Miss Marple. Les cendres que j'ai trouvées étaient imprégnées d'huile de lavande. C'est le parfum de Lady Redford. Cray cligna des yeux. Tu crois qu'elle a brûlé la lettre? Je pense qu'elle voulait que ça disparaisse avant que quelqu'un ne pose les mauvaises questions. Et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me promène dans le jardin ce matin. L'orage s'apaisa légèrement cet après-midi-là, suffisamment pour que l'équipe de recherche puisse commencer à ratisser le domaine. Miss Marple resta sur place. Elle avait ses propres questions à se poser, discrètement et méthodiquement. Elle se dirigea vers le salon, désormais débarrassée de son sinistre fardeau, et examina une fois de plus la cheminée. La suie avait été déplacée. Non pas depuis la nuit du meurtre, l'inspecteur Cray l'avait déjà fait balayer, mais récemment. Il y avait un autre fragment ici, plus profondément dans la cheminée. Elle prit la pince en laiton, la retira avec précaution et sourit faiblement. Le coin d'une lettre. L'écriture était indubitable. Penchée, sévère. La main du major Redford. 2 mots avaient en survécu aux flammes. Si je meurs... Elle se retourna au grincement soudain de la porte. Le docteur Finch se tenait là, une liasse de lettres à la main. « Je ne voulais pas vous effrayer, » dit-il à voix basse. « Je suis venu récupérer les papiers du major pour le coroner. »« Bien sûr, » dit-elle sans bouger. « Dites-moi, docteur, avez-vous parlé à M. Denning la veille du meurtre ?» Il fronça les sourcils. Brièvement, il était contrarié. Il a dit que Geoffrey était manipulé. J'ai supposé qu'il parlait de Cynthia. Et tu n'as rien dit? Je ne pensais pas que c'était pertinent. Parfois, ce que nous omettons est aussi révélateur que ce que nous disons, docteur. Il se raidit. Je n'ai rien caché. Non? Miss Marple s'approcha. Alors pourquoi, dans votre rapport officiel, avez-vous omis de mentionner le demi-verre de cognac que le major tenait à la main lorsqu'il a été retrouvé? Finch parut surpris. Ce n'était pas important. Mais c'était inhabituel. Le major était réputé pour sa méticulosité. Il ne laissait jamais un verre inachevé. Les yeux du médecin se plissèrent. Que suggérez-vous? Peut-être que ce verre n'était pas le sien. Ou peut-être qu'il a été interrompu avant de le finir. Peut-être par quelqu'un qui lui apportait une lettre. Il y eut un long silence. Puis il murmura « Cynthia m'a demandé de retirer la lettre avant l'arrivée de la police. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Et vous avez obéi. » Elle était bouleversée. Elle a dit que c'était personnel, que ça ruinerait la famille. Qu'est-ce que ça disait? Je ne l'ai pas lu. Je le jure. Miss Marple l'observa. Alors, vous et elle faites partie des rares personnes qui semblent ne pas avoir lu une lettre qu'elles étaient si pressées de détruire. Ce soir-là, tandis que le tonnerre grondait bas et lointain, la maisonnée se rassembla dans le salon. Cray revint, trempé par la recherche, l'air grave. Aucun signe de Denning pour l'instant, mais nous avons trouvé des traces de dragage près de l'étang, à la limite sud du domaine. Des traces profondes, fortes. Personne ne parlait. La pluie claquait contre les vitres,
plus douce maintenant, comme des doigts. Miss Marple rompit le silence. Le major n'avait aucune intention de garder le secret. Il avait l'intention de modifier son testament, de révéler la supercherie de quelqu'un. Ça, on le sait. Et quelqu'un, peut-être plusieurs, a travaillé d'arrache-pied pour que ces changements n'aient jamais lieu. « Savez-vous qui » demanda Cray. « Je sais qui avantage, mais pas encore qui a agi. Cela reste à voir. Mais nous manquons de temps. » Miss Marple se leva. « Alors peut-être devrions-nous trouver la seule personne qui sait exactement ce qu'il y avait dans cette lettre, celle qui l'a remise. Tu veux dire le garçon du village ?»« Non. » Elle se retourna lentement. « Je parle de celui qui l'a écrit, le brouillon original, celui qui est trop important pour être confié à l'encre et au papier. Parce que certaines vérités sont trop dangereuses pour être couchées sur le papier, à moins d'être prêt à mourir. » À ce moment précis, un agent de police surgit du hall, essoufflé. « Madame, inspecteur, on a découvert quelque chose. C'est... Eh bien, c'est lui, Monsieur Denning. On l'a retrouvé. »« Vivant ?» s'exclama Cray. « Oui, monsieur. Attaché, dans les écuries. »« À égalité ?» Les yeux de Miss Marple brillèrent. Alors ce n'était peut-être pas lui qui essayait de fuir finalement. Tandis que Cray se dépêchait de sortir, Miss Marple observa le couloir vide. Le feu s'était éteint dans la cheminée. Seules les braises subsistaient, mais elle sentait la chaleur de la révélation monter, et quelque part sous la fumée et les mensonges, elle percevait la vérité, vacillante, pas tout à fait éteinte, attendant d'être lue. Chapitre 4. L'alibi porté sur du papier lavande. Le vent faisait trembler les fenêtres du manoir Thistlecroft, comme une main insistante sur la porte, et la pluie poursuivait son assaut incessant sur le toit d'ardoise. Le jour venait à peine de poindre, que la maison fut secouée par une nouvelle secousse. Un cri provenant du palier supérieur fit voler les portes et claquer, les pantoufles sur le plancher. Violette Marsh, pâle comme de la craie et tremblante, se tenait sur le seuil du bureau de Lady Redford, la main pressée contre sa bouche. À l'intérieur, le tiroir du bureau était ouvert, les papiers éparpillés comme des feuilles après un coup de vent. Mais ce n'était pas le désordre qui avait provoqué ce cri. C'était l'unique feuille de papier à lettres lavande, placée bien en évidence, au centre du bureau, maintenue par un presse-papier argenté en forme de faisan. Une lettre, élégante et soignée, écrite d'une écriture raffinée mais indéniablement féminine. Ce qui fit saigner le visage de Violette, c'était le nom en haut, Geoffrey Redford. Miss Marple fut aussitôt appelée. Elle entra dans la pièce avec le calme et la détermination de quelqu'un qui comprenait que les apparences comptent souvent plus que la vérité lorsqu'il s'agit de démêler un mensonge. Lady Redford arriva quelques instants plus tard, l'expression indéchiffrable, les lèvres un peu trop posées. L'inspecteur Cray lut le mot à voix haute. Il y était indiqué, en toute simplicité, que le soir de la mort du major, Lady Redford était restée dans sa chambre toute la soirée, s'étant retirée tôt à cause d'un mal de tête. La lettre affirmait que le major avait envoyé Violette porter un message à sa femme, la priant instamment de ne pas se joindre aux autres pour le thé, car il souhaitait s'entretenir en privé avec M. Denning. Le mot mentionnait également que Lady Redford était restée à l'étage, ignorant la tragédie qui se déroulait en bas. Il était curieusement signé « G.R. ». Cray jeta un coup d'œil à Lady Redford. « Est-ce votre mari qui a écrit ça ?» Son expression ne changea pas. « Oui, il me l'a laissé. Je ne savais pas qu'il était encore dans le tiroir. Il a dû le mettre là avant le dîner. » Le regard de Miss Marple se porta sur le presse-papier. Curieux qu'il soit si bien exposé et épargné par la poussière. Cray cligna des yeux. « Vous suggérez qu'il a été placé après le meurtre. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple. « Ou peut-être était-il destiné à être trouvé à un moment précis, soigneusement choisi. » Cray se tourna vers Lady Redford. « Est-ce donc votre alibi? Une lettre écrite par votre mari? » « C'était pour expliquer mon absence, » dit-elle d'une voix tendue. « Rien de plus. »« Mais c'est plus que ça, » murmura Miss Marple. « Cela suggère une orchestration délibérée, une performance destinée à quiconque pourrait se demander où vous êtes. » Violette, toujours debout dans l'embrasure de la porte, parla doucement. « Je n'ai jamais transmis de message du major Redford à Lady Redford ce soir-là. Il ne me l'a jamais demandé. » Le silence suivit.
Lady Redford se retourna brusquement. « Vous devez vous tromper. »« Non, » dit Violette, tremblante mais ferme. « Je m'en souviendrai. »« J'ai apporté le thé. On ne m'a jamais demandé d'aller te chercher. » Cray plia le mot. La question devient alors, qui a écrit cette lettre et quand? Miss Marple s'approcha du bureau et examina le papier. Couleur lavande, du papier à lettres de Lady Redford. L'enveloppe assortie est dans le tiroir, jamais utilisée, et pourtant le cachet est manquant. Bizarre. « Que veux-tu dire ?» demanda Cray. Le major Redford cachait toujours ses lettres à la cire. Et pourtant, il n'en reste aucune trace ici. Juste une feuille pliée, inhabituelle, vous ne trouvez pas? Cray hocha lentement la tête. « Tu crois que c'est un faux? Je pense qu'il a été planté, répondit-elle. Et je pense que la question de pourquoi est encore plus important que celui qui l'a écrit. » Miss Marple s'écarta, ses doigts effleurant le bord du bureau. « Si je puis me permettre, inspecteur, nous devons nous interroger sur l'objet de la lettre. Elle ne fournit pas véritablement d'alibi. Elle en prétend simplement un, en utilisant la voix d'un homme mort. » Cray se tourna vers Lady Redford. « Vous dites que ceci a été écrit avant le dîner. Quand l'avez-vous découvert exactement ?»« Je ne l'ai pas fait, dit-elle. Violette a dû le trouver ce matin. »« Alors tu ne l'avais pas vu avant ?»« Non. Pourtant, vous prétendez qu'il a été écrit pour vous. »« Oui. » Miss Marple intervint doucement. « Lady Redford, pardonnez-moi, mais accepteriez-vous que j'examine votre encrier ?» Lady Redford hésita. « Pourquoi ?»« La teinte de l'encre, » dit Miss Marple d'une voix douce. « C'est une de mes petites habitudes. » Elle trempa une plume propre dans le flacon et griffonna quelques lignes sur le buvard. Puis elle plaça la lettre lavande à côté. La différence était subtile, mais présente. L'encre de la lettre était plus foncée, plus fraîche et plus brillante que celle du flacon usagé posé sur le bureau. « Cette encre, dit Miss Marple à voix basse, n'a pas été emportée dans cette pièce, ce qui suggère que la lettre n'a pas été écrite ici. Et si elle n'a pas été écrite ici, et qu'elle n'a pas été écrite par le major Redford, alors… » Cray termina sa pensée. « Alors quelqu'un d'autre a créé cette lettre après sa mort, afin de protéger Lady Redford. » Violette retint son souffle. « Mais qui ferait ça ?» Miss Marple la regarda. « Quelqu'un qui voulait la protéger, ou quelqu'un qui craignait ce qui arriverait si Lady Redford était impliquée. La question est, laquelle de ces motivations est la plus dangereuse ?» Cray resta silencieux, mais son regard se posa sur Violette, puis se détourna rapidement. « On va le faire tester, » murmura-t-il. « On verra ce qu'on peut faire. » Miss Marple se contenta de sourire. Cet après-midi-là, elle trouva Violette seule dans la véranda, assise près des hortensias fanées, les mains fermement jointes sur ses genoux. « Tu l'appréciais, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple. Violette ne répondit pas. « Tu admirais sa force, son raffinement. J'imagine qu'elle était tout ce que tu rêvais d'être, posée, respectée, protégée. Elle m'a accueilli, dit doucement Violette, quand je n'avais personne. Elle m'a donné un poste. Elle m'a traité comme un membre de sa famille. » Miss Marple hocha la tête. « Mais elle t'a aussi demandé de mentir. Ou peut-être n'avait-elle pas besoin de le demander. Peut-être savais-tu quoi faire. La loyauté est une force puissante, ma chère, parfois plus dangereuse que la haine. » Violette baissa les yeux, les larmes aux yeux. « Je ne l'ai pas écrite. Je n'ai pas falsifié la lettre, mais je savais qu'elle n'était pas vraie. Je l'ai trouvée ce matin. Sur le bureau. Le tiroir était déjà ouvert. J'aurais dû dire quelque chose. Mais j'ai paniqué. » Miss Marple lui prit la main. « Tu as dit quelque chose. Finalement. Et ça compte. » Ce soir-là, alors que l'obscurité recouvrait à nouveau Thistlecroft, un murmure de mouvement résonna dans la bibliothèque. Miss Marple, traversant discrètement le couloir, remarqua une lueur sous la porte. Elle entra silencieusement et trouva le docteur Finch à son bureau, feuilletant une enveloppe. Il leva les yeux, surpris. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-elle. « Dossiers médicaux, » dit-il rapidement. « J'ai laissé quelques notes ici. » Miss Marple s'avança. « C'est un drôle d'endroit pour les laisser, non ?»« Ce n'est pas votre bureau. » Il bafouilla. « Eh bien, je relisais les notes du major lors de son dernier examen. Son cœur, je crois? Une légère arythmie? Oui. Pourtant, vous ne lui avez jamais déconseillé la confrontation.
ni l'attention. Curieux. Le docteur Finch la fusilla d'une regard. Qu'insinuez-vous? Peut-être que vous l'avez conseillé précisément parce que vous espériez qu'il serait. Ignorez vos avertissements. Et peut-être espériez-vous que le stress puisse faire ce qu'une arme ne pouvait pas faire. C'est absurde. Vraiment? Ou est-il plus absurde qu'une lettre apparaisse en parfait état, 2 jours après le meurtre, affirmant que votre ami proche disculpe la seule femme qui en a les moyens, le mobile et l'opportunité? Il se leva brusquement. Tu es allé trop loin. Miss Marple pencha la tête. Non, docteur. Je ne pense pas être allé assez loin. Elle tendit la main et lui retira délicatement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un coin déchiré de papier lavande, le fragment correspondant à la fausse note d'alibi. Dans le coin, une tache d'encre plus foncée. Cray entra juste à ce moment-là, appelé silencieusement par l'un des gendarmes. Miss Marple se tourna vers lui. « Je crois que nous avons trouvé où se trouve la lettre était écrit. » Finch pâlit. Miss Marple lui tendit l'enveloppe. « Mais je ne crois pas que le docteur Finch ait falsifié la lettre. Je crois qu'il l'a trouvée, peut-être même qu'il a reconnu l'écriture, et je crois qu'il essayait de détruire les preuves avant que quiconque ne pose la bonne question. » Cray regarda Finch. « De qui est cette écriture ?» Finch ne répondit pas, mais Miss Marple l'a fait. « Ce n'est pas celui de Lady Redford. C'est celui de son défunt mari, car d'abord son épouse, Héloïse Redford, décédée il y a 15 ans. Et pourtant, elle est remarquablement familière à celle qui la voyait écrire chaque semaine. Sa femme de chambre, Violette Marsh. » Cray regarda fixement. Miss Marple parle doucement, sans triomphe. Violette falsifie des mots depuis des années. D'abord de petits mots, des lettres de remerciement. Plus tard, des choses plus importantes. Peut-être était-ce encouragé. Peut-être pensait-elle que c'était une gentillesse. Mais cette fois, c'était pour sauver quelqu'un qu'elle ne pouvait plus supporter de perdre. Dehors, le vent hurlait plus fort. Et à l'étage, la chambre de Violette était vide. Son manteau avait disparu. L'encre lavande l'était aussi. Chapitre 5. L'horloge qui s'est couchée au crépuscule. Le carillon de l'horloge du salon résonna dans le manoir de Thistlecroft, juste au moment où le soleil disparaissait sous l'horizon chargé de pluie, plongeant les jardins dans une ombre sépia. 6 notes précises, nettes et mesurées, annonçaient l'heure tandis que le ciel s'assombrissait et que les nuages d'orage, qui planèrent depuis midi, entamaient leur lente et délibérée descente. Mais le problème, comme Miss Marple le remarqua discrètement depuis son fauteuil, était que l'horloge était erronée. Il était déjà 7 heures passées, à en juger par sa montre bracelet et la pendule de la cheminée de la salle à manger. Au moins 15 minutes de retard, et ce détail, discret, apparemment anodin, lui fit froid dans le dos. La fausse indication de l'heure serait passée inaperçue pour la plupart. Mais dans une maison où un homme avait été assassiné dans une pièce fermée à clé, et un autre retrouvé ligoté et bâillonné dans une écurie, rien ne pouvait être ignoré. Surtout pas une horloge qui avait sonné faussement le soir du crime. Car Miss Marple se souvenait clairement, très clairement, que la nuit du meurtre du major Redford, ce même carillon avait retenti dans le couloir devant sa chambre d'amis. Elle l'avait remarqué avec satisfaction, tricot à la main, lorsque le son avait ponctué le silence. Il avait sonné 6 heures. Mais maintenant, elle réalisait, avec un frisson de plus en plus intense, que ce ne pouvait être 6 heures. Ni alors, ni maintenant. L'horloge avait été trafiquée, et quelqu'un avait voulu qu'elle sonne faussement pour donner l'impression d'une heure qui n'avait jamais existé. Elle se leva, silencieuse et posée, et traversa le couloir jusqu'au salon. L'air était lourd d'une odeur de feu éteint et de velours humide. La vieille horloge, une haute pièce d'acajou aux délicates aiguilles en laiton, se dressait fièrement près de l'âtre. Son pendule tic-taquait rythmiquement, comme si de rien n'était. Miss Marple examina le boîtier, puis la clé de remontage, glissée dans un petit panneau. Elle avança doucement les aiguilles, ne sentant aucune résistance, et les laissa reposer à l'heure exacte. 19h18. Alors qu'elle se redressait, la porte s'ouvrit en grinçant derrière elle. Le docteur Finch se tenait sur le seuil, les sourcils levés. « Vous enquêtez toujours, Miss Marple ?» Elle sourit faiblement. « Une habitude dont je n'ai jamais réussi à me défaire. Je trouve les horloges particulièrement fascinantes. Elles racontent de plus de mensonges qu'on ne le pense. »
Est-ce qu'ils le font maintenant? Il entra dans la pièce. Je cherchais Lady Redford. Elle a disparu presque tout l'après-midi. Avez-vous essayé la terrasse ouest? La maison de lierre, peut-être? Pas encore. Miss. Marple marqua une pause. Dr. Finch, je me demande, lorsque vous avez été appelé pour examiner le corps du major Redford, avez-vous noté l'heure? Oui, juste après 6 heures. Je m'en souviens parce que l'horloge de l'étude s'était arrêtée à 6 heures précises. Arrêtée? Oui, apparemment c'était terminé. Les mains étaient gelées. Ça m'a semblé étrange, mais j'étais plus préoccupé par le corps, tu comprends? Oh, parfaitement. Mais puis-je suggérer que ça ne s'est pas arrêté? Tout seul? Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Quelqu'un voulait que le chiffre 6 soit affiché. Quelqu'un voulait que la mort semble avoir eu lieu plus tôt qu'elle ne l'a réellement été. Il fronça les sourcils. Cela suggère un certain degré de préméditation. Oui, et avec un certain sens théâtral. Le docteur Finch soupira. Vous pensez que quelqu'un a mis en scène la pièce? Je pense que quelqu'un a mis en scène cette époque. Elle le laissa dans ses pensées et traversa l'aile est, la pluie battante claquant sans relâche contre les fenêtres comme des doigts. Elle passa devant la chambre vide de Violette, son lit impeccable, intact depuis sa disparition, et continua vers la galerie sud, où Edith Chiltern contemplait souvent le verger envahi par la végétation. Comme prévu, elle était là, les bras croisés, une cigarette entre les doigts, l'air inquiet. « J'ai entendu l'horloge sonner tout à l'heure », dit Edith sans se retourner. « C'est toujours faux, non ?»« Oui », répondit Miss Marple. « Seulement maintenant, je sais que ce n'est pas un hasard. » Edith expira de la fumée. « Laisse-moi deviner. Tu crois que quelqu'un l'a modifié pour se donner un alibi ?» Miss Marple la regarda calmement. « Et vous ?» Les yeux d'Edith se plissèrent. « Je ne joue pas, Miss Marple. »« Non, mais tu joues pour gagner. Je l'ai vu dans tes manières, ta façon d'observer les gens, de couper court aux conversations banales. Tu es perspicace, intelligent, et tu as été amoureuse du major Redford, n'est-ce pas? » Edith eut un petit rire, amer et sec. Tout le monde l'était, pendant un temps. « Mais plus maintenant? » « Non. » Sa voix devint froide. Geoffrey est devenu quelqu'un d'autre. Autoritaire, prudent, trop prudent, toujours à tout organiser. Même sa mort était soignée et contenue. Miss Marple pencha la tête. Mais peut-être pas aussi nette. L'horloge du bureau indiquait 6 heures, mais celle du salon indiquait 6 heures, alors qu'il était, en réalité, 7 heures. Et sans cette différence, on ne pourrait jamais remettre en question l'heure réelle du décès. Ce qui veut dire que le meurtrier s'est déplacé d'une pièce à l'autre, dit Edith, comprenant. Ils ont dû ajuster les deux, ou simplement l'un, et compter sur l'autre pour se faire remarquer, ou pas. Miss Marple baissa la voix. Dites-moi, Edith, avez-vous vu quelqu'un près du salon ce soir-là, juste avant le dîner? Edith hésita. Maintenant que tu le dis, oui, Lady Redford. Elle m'a croisé dans le couloir et m'a dit qu'elle vérifiait l'incendie. Mais quand j'ai regardé plus tard, il n'y avait pas de feu allumé. Miss Marple hocha lentement la tête. Alors elle était là pour faire autre chose. Elle n'est pas idiote, Jane. Si elle a tué Geoffrey, elle l'a fait avec des gants. Peut-être, mais les gants aussi laissent que des traces. Ce soir-là, la pluie se transforma soudain en une averse tonitruante. Alors que Miss Marple retournait dans sa chambre, le tonnerre gronda sur le manoir comme une puissante sonnette d'alarme. Elle ouvrit sa porte et trouva, posé sur son oreiller, un bout de papier plié. Elle le lut une fois, puis deux, le cœur lourd. « Regarde l'horloge du grand-père, derrière le cadran. Elle contient la vérité. » Pas de nom, pas de signature, mais l'écriture, ferme et précise, était incontestablement celle de Violette. Elle n'hésite pas. Elle retourna au salon, où l'horloge de parquet tic-tac continuait de sonner le rythme. La maison était silencieuse, les invités blottis, épuisés et secoués par des jours de tension. D'une main sûre, Miss Marple ouvrit le cadran de l'horloge. Le panneau de laiton pivota vers l'extérieur. À l'intérieur, derrière le mécanisme, elle trouva un petit compartiment, et à l'intérieur un paquet de lettres reliées par un ruban délavé. Elle ouvrit le premier et commença à lire. Elles étaient adressées à Eloise Redford, la première épouse du major. Écrit non pas par Geoffrey, mais
Par le docteur Finch. Lettre de désir, de confession, de culpabilité. Ils ont révélé une liaison, tenue secrète pendant près de 2 décennies, interrompue brutalement par la mort soudaine d'Héloïse. Une mort jugée accidentelle. Mais maintenant, sur un papier fragile, se trouvait la preuve que ce n'était pas le cas. Miss Marple ferma le compartiment et se tourna vers les fenêtres brouillées par la pluie. Quelqu'un avait tué pour garder ses lettres cachées, et quelqu'un d'autre avait tué pour venger la femme qui n'avait jamais vécu pour les lire. Chapitre 6. La servante qui voyait trop peu. C'est entre le dernier coup de tonnerre et le silence qui suivit que Miss Marple entendit la servante crier. Ce cri ne provenait pas de la peur, mais d'un halètement aigu d'incrédulité, suivi du bruit précipité de chaussures dans le couloir de service. C'était Mary Finch, les joues rouges, les pieds lourds, la plus jeune des 2 servantes du manoir de Thistlecroft. Son tablier était couvert de suie, ses mains tremblaient lorsqu'elle apparut dans le hall principal, serrant quelque chose contre sa poitrine. Lorsque l'inspecteur Cray l'intercepta, elle balbutia quelque chose à propos de la grille et un gant, puis se tut, le souffle court. Miss Marple, assise avec une toile à l'aiguille dans le salon, se leva doucement et les suivit toutes les 2. La découverte fut faite dans la cheminée de l'aile ouest, un foyer peu profond dans le petit salon désaffecté. Sous le petit bois et les cendres encore humides, Mary avait exhumé un gant de femme, partiellement brûlé et roussi au poignet. C'était un cuir de chevreau couleur crème pâle, du genre que seule une femme de haut rang pouvait porter. Mais ce qui le rendait particulier n'était pas le gant lui-même, ni même les initiales noircies légèrement gravées à l'intérieur. CR, c'était le fait que c'était le gauche-gant uniquement. Lady Cynthia Redford avait été vue à plusieurs reprises avec des gants de cette même paire, la dernière, fois lors du dîner de soir avant le meurtre. Mais son ton, lorsqu'on l'avait sommé d'examiner l'objet, était glacial et inflexible. « C'est l'un des miens », admit-elle froidement. Mais comment s'est-il retrouvé dans l'âtre du petit salon? Je ne sais pas. Cette pièce n'a pas été ouverte depuis des semaines. Il a probablement été jeté par la blanchisseuse et utilisé comme petit bois. Cray ne la défia pas, mais Miss Marple le fit. Mais personne n'utiliserait du cuir pour allumer un feu. Ma chère, bien trop lente à brûler. Et même s'il l'avait fait, les initiales auraient sûrement été effacées. Ce gant, je crois, n'a été placé là que récemment. Peut-être par inadvertance, ou pour tenter de détruire autre chose, comme du sang. Les doigts de Lady Redford se raidirent sur ses perles. « Suggérez-vous que j'ai assassiné mon mari avec un gant ?»« Non, » répondit doucement Miss Marple. « Seulement si quelqu'un retirait un objet ensanglanté de la scène de crime, il pourrait très bien tenter de le brûler sans comprendre la nature de la suie, des cendres et de l'exposition. » Mais c'était le rôle de Mary Finch qui attirait désormais l'attention de Miss Marple. La jeune fille était présente à proximité le soir du meurtre, astiquant la rampe d'escalier juste avant le cri. Elle avait affirmé n'avoir vu personne passer dans le couloir, ni entrer, ni sortir du bureau. Mais maintenant, le gant découvert et le temps dévoilant ces subtiles incohérences, Miss Marple se demandait, non pas ce que Mary avait vu, mais ce qu'elle avait vu manquer. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple trouva Mary seule dans l'office des domestiques, les yeux rouges, le regard plongé dans une tasse de thé léger. La maison était redevenue silencieuse, la pluie s'étant transformée en brume, et un calme inquiétant s'était installé sur Thistlecroft, tel un brouillard. « Tu étais dans le couloir cette nuit-là, n'est-ce pas ?» demanda doucement Miss Marple. Marie hocha la tête. « Et vous avez dit à l'inspecteur que vous n'aviez vu personne ?»« Oui, madame. Personne n'est passé. » Miss Marple pencha la tête. « Mais c'est impossible. Quelqu'un a dû entrer dans le bureau. Quelqu'un qui a tué le major Redford. » La lèvre inférieure de Mary trembla. « Je n'ai pas menti. Enfin, pas vraiment. Je n'ai vu personne. » Ou toi croire, tu n'as vu personne. Mais les gens passent moins souvent à côté de ce qu'ils n'attendent pas. Une ombre immobile, une silhouette déjà immobile, ou une personne qui ne se remarque tout simplement pas. La voix de Mary n'était qu'un murmure. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit doucement Miss Marple, « vous étiez tellement concentré sur votre tâche que vous n'avez peut-être pas remarqué quelqu'un qui était déjà là, en train d'attendre. » Mary leva les yeux, surprise. « Tu crois qu'il se cachait ? Je pense que le tueur n'a pas emprunté ce couloir.
Ils étaient déjà dans le bureau avant l'arrivée du major. Ils ont peut-être attendu en silence. Peut-être depuis un bon moment. Mais la porte était verrouillée. Oui, de l'intérieur. Ce qui nous apprend deux choses. Premièrement, le meurtrier n'a pas pris la fuite après le meurtre. Et deuxièmement, quelqu'un a tout fait pour faire croire que personne d'autre n'était là. Mary serrait sa tasse. Alors, je ne les ai vraiment pas vus. Non, mais ça ne veut pas dire que tu as vu rien. Dis-moi, la porte était-elle ouverte quand tu es passé? Elle réfléchit un instant. Un peu. Juste une fissure. Assez pour voir la lumière. Était-elle encore ouverte quand tu as entendu le cri? Non, c'était fermé à l'époque. Tu l'as entendu se fermer? Elle marqua une pause. Non, je ne l'ai pas fait. Mais il y avait un courant d'air, comme quand une fenêtre est ouverte dans une pièce et que quelqu'un ferme la porte dans une autre. Miss Marple hocha la tête. Et qu'as-tu fait quand tu as entendu le cri? J'ai couru jusqu'au palier et j'ai vu les autres arriver. Alors je les ai suivis. Tu ne t'es pas arrêté? Tu n'as rien touché? Non, je l'ai fait. Miss Marple se pencha en avant. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui a fermé cette porte. Quelqu'un qui s'est assuré qu'elle était verrouillée. Marie parut bouleversée. Mais qui? J'y réfléchis encore. Miss Marple retourna au salon avec une urgence renouvelée. Elle ne disposait d'aucune preuve moderne sur laquelle s'appuyer. Pas d'empreinte digitale, pas de fibre, pas d'analyse chimique. Mais elle avait le temps. Et le temps, contrairement aux humains, ne ment pas. On ne pouvait que le déformer. Et elle commençait à comprendre précisément comment il avait été déformé la nuit du meurtre. Elle s'assit devant l'âtre, où l'horloge du salon résonnait à nouveau fidèlement. Elle pensa aux gants, à la porte verrouillée, à la sonnerie à la mauvaise heure. Puis elle se souvint de la chose la plus étrange, une chose qu'elle avait remarquée le lendemain du meurtre, mais qui n'avait pas semblé significative jusqu'à présent. 2 plateaux de thé avaient été apportés au salon ce soir-là. Un pour les invités et un petit, déposé dans l'entrée sur un buffet. Il ne contenait qu'une seule tasse. Elle a appelé la gouvernante, Madame Hargrove, et lui a posé des questions à ce sujet. « Oh oui, » dit la femme après un moment de réflexion. C'était pour le major. Il lui arrivait de demander une tasse privée pour travailler sans être dérangé. Qui l'a livrée? Je crois que c'est Violette ou Mary, une des filles. Mais Violette avait déjà disparu à ce moment-là, ce qui signifiait Marie. Miss Marple demanda à nouveau à Mary. Cette fois, la servante fronça les sourcils. « Oui, j'ai bien apporté une tasse au bureau. Le major me l'a demandé juste après le dîner. Il a dit qu'il travaillerait tard. » Quelle heure était-il? Juste avant 6 heures. Je m'en souviens parce que j'ai regardé l'horloge de l'entrée. Et la porte était-elle ouverte quand tu l'as apportée? Mary hocha la tête. Grand ouvert. Il écrivait quelque chose. Il m'a dit de le laisser sur la table de chevet. Y avait-il quelqu'un d'autre là-bas? Mary secoua la tête. Non, madame. Miss Marple insista. Et il semblait... tendu? Mary hésita. Plus fatigué que tendu. Il portait des gants. Ça m'a semblé étrange. Gants? Oui, la paire marron clair. Je venais de les cirer ce matin-là. Miss Marple se leva lentement. Elle en avait assez entendu. Les gants, la porte verrouillée, le faux carillon. Il ne s'agissait pas seulement d'un meurtre. Il s'agissait d'un timing. Quelqu'un avait tout mis en scène pour correspondre à une chronologie inventée. Les mains du major étaient peintes gantées, non pas par peur du froid, mais pour cacher quelque chose. Peut-être de l'encre, peut-être une bagarre, peut-être quelque chose de bien plus incriminant. Et quelqu'un avait veillé à ce que l'horloge mente pour confirmer sa version des faits. En rentrant dans sa chambre ce soir-là, elle trouva une nouvelle lettre glissée sous sa porte. En la dépliant, elle ne vit qu'une seule ligne. Il était mort avant 6 heures. J'ai vu le sang sous les gants. La note n'était pas signée, et l'encre était maculée de lavande. Chapitre 7. La photographie derrière le papier peint. L'orage était passé, mais l'humidité persistait dans les couloirs du manoir Thistlecroft, imprégnant ses murs comme un souffle retenu trop longtemps. Un vent âcre sifflait par les interstices des fenêtres à croisées, et le soleil matinal, humide et pâle, ne parvenait guère à réchauffer l'atmosphère de la maison. 5 jours s'étaient écoulés depuis que le major Redford avait été retrouvé mort près de l'âtre, et pourtant, plus personne ne parlait vraiment de lui.
plus directement. Son nom était devenu une présence feutrée, un poids qui pesait sur le salon comme une phrase inachevée. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Un meurtre ne s'efface pas avec le temps. Il attend, discrètement, que quelqu'un découvre la vérité. Le manoir subissait des travaux mineurs après la découverte d'une fuite dans le couloir ouest des invités. Une canalisation s'était fissurée au-dessus du plâtre, faisant bouillonner l'eau sous un long pan de papier peint délavé dans l'une des chambres désaffectées. C'était une pièce qui avait toujours intrigué Miss Marple, gardée fermée à clé pendant des années et récemment ouverte pour accueillir un cousin éloigné des Redford qui n'était jamais arrivé. Lorsque la tache d'humidité avait commencé à gondoler la surface, l'homme à tout faire en avait décollé une partie. C'est alors qu'il l'avait trouvé. Un carré soigneusement pressé sous le papier, fixé avec 4 punaises au coin. Une photographie, légèrement jaunie, légèrement gondolée, mais parfaitement reconnaissable. Miss Marple a été appelée immédiatement. Elle se tenait à l'entrée de la pièce, tandis que les autres se rassemblèrent derrière elle. L'inspecteur Cray, le docteur Finch, Edith Chiltern et Lady Redford qui, en voyant la photo, se pétrifia presque. L'image était simple, 6 personnes debout dans un jardin, vêtues de vêtements d'été, toutes souriantes. La date de 1938 était inscrite à l'encre dans le coin inférieur droit. Le major se tenait au centre, une main sur l'épaule d'une femme. Héloïse Redford, sa première épouse. À côté d'eux, une Edith plus jeune, le docteur Finch, plus coiffé et moins ridé, et tout au fond, à peine cadré, Violette Marsh, l'air étonnamment différent, plus doux, plus heureux. Mais ce fut la 6e silhouette qui coupa le souffle à Miss Marple. Un homme au nez pointu et au regard méfiant. Grand, les mains dans les poches, souriant, mais mal à l'aise. Miss Marple ne l'avait jamais vu en personne. Mais elle avait vu son visage. « C'est Lionel Gorse », dit-elle à voix haute. Le même Gorse qui se serait noyé au large des côtes du Devon en 1940. Le docteur Finch pâlit. « Mon Dieu, je n'avais pas pensé à lui depuis des années. »« Qui est-il » demanda Cray. « Un ami de la famille », dit Lady Redford d'un ton sec. Il était proche de Geoffrey et d'Héloïse. Il leur rendait souvent visite jusqu'à sa disparition. C'était plus qu'un ami, dit doucement Miss Marple. C'était l'amant d'Héloïse et le rival de Geoffrey. Un silence s'ensuivit. Les autres échangèrent un regard, le vieux bois du parquet craquant légèrement sous leurs pieds. Miss Marple s'avança, soulevant délicatement la photographie accrochée au plâtre depuis plus de 20 ans. Derrière elle, de fines lignes de colle dessinaient un carré. Quelque chose avait déjà été retiré, remis en place ou caché. « Pourquoi était-il là ?» demanda Cray. « Pourquoi le cacher derrière le papier peint ?»« Parce que quelqu'un ne voulait pas que ça soit vu, » répondit Miss Marple. « Mais le plus intéressant, ces domestes l'ont placé là. Et pourquoi ils ont choisi cette pièce ?» La voix de Lady Redford était hachée. « Ce n'est rien de plus qu'une vieille photo. »« Ce n'est jamais qu'une simple photographie, » a déclaré Miss Marple. « C'est un souvenir que quelqu'un a essayé d'effacer et que quelqu'un d'autre a préservé. » Le docteur Finch s'éclaircit la gorge. Si Gorse avait une liaison avec Héloïse, alors... Sa mort soudaine devient alors encore plus suspecte, conclut Miss Marple. Et vu ce que nous avons récemment découvert dans l'horloge comtoise, les lettres que vous avez écrites à Héloïse, docteur, il est très difficile de croire que sa noyade soit accidentelle. Léa et sa yeux de Finch se plissèrent. J'étais jeune. Je l'aimais, oui, mais je ne l'ai pas tué. Non, dit Miss Marple, mais peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait, et peut-être que cette photo était la clé pour le prouver. Cray s'avança. Mais si Gorse s'est noyé, comment pourrait-il être impliqué? Miss Marple examina une fois de plus le visage de l'homme sur la photo. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de troublant. J'ai entendu des histoires, inspecteur. Des tap-tatum, rumeurs chuchotées. On a toujours dit que Gorse ne s'était pas noyé, qu'il avait disparu volontairement. Un homme comme lui, charmant, manipulateur, aurait pu changer de nom, partir à l'étranger. Tu penses pas qu'il est revenu? Je pense qu'il n'est jamais vraiment parti. Ce soir-là, tandis que les autres se couchaient tôt, Miss Marple resta dans le petit salon, la photo sur les genoux, et la légère odeur de moisi qui s'accrochait au tissu de l'échantillon de papier peint qu'elle avait pris pour comparaison.
Il y avait quelque chose dans la photo qui la tenait en haleine. Son emplacement, son assemblage soigné. Elle avait été préservée, pas jetée. Quelqu'un l'avait recherché, il fallait qu'on le retrouve un jour. Mais pas trop tôt. Qui avait vécu dans cette pièce avant qu'elle ne soit fermée à clé? Qui avait eu l'occasion de l'y laisser en secret? Elle se leva et se dirigea vers les appartements des domestiques. Les dossiers du personnel, méticuleusement conservés par le défunt majordome, étaient rangés dans une armoire étroite. Elle trouva ce qu'elle cherchait, les attributions de chambre, datées de plusieurs années. La chambre ouest avait appartenu à la femme de chambre en chef. Et en 1940, cette femme de chambre s'appelait Violette Marsh. C'était donc Violette qui avait caché la photo. Non pas par malveillance, mais pour protéger quelque chose. Ou quelqu'un. Miss Marple dormit peu. Elle se leva à l'aube et retourna à la photographie, la tenant cette fois sous la lampe de bureau. Là, cachée derrière l'épaule d'Héloïse, à peine visible dans l'ombre de la haie du jardin, se tenait une silhouette. Un enfant. Pas tout à fait net, mais bien là. Une petite silhouette en salopette et casquette, immobile. L'affaire Miss Marple. Elle se dirigea vers la salle à manger où Lady Redford était déjà assise. La posture droite, sa tasse de thé intacte. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» demanda doucement Miss Marple. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » L'enfant, sur la photo. Le garçon. Les doigts de Lady Redford se crispèrent sur la tasse. « Vous vous trompez ?»« Non, » dit Miss Marple. « Je pense que c'est pour ça que Violette a caché la photo. Parce que le garçon en arrière-plan, il n'était pas censé exister. Et pourtant, il existait. » Cray entra derrière elle. « Quel garçon ?» Miss Marple se retourna. « Un fils, le fils d'Héloïse. Pas celui de Geoffrey, celui de Gorse. » Lady Redford se leva brusquement. « Vous ne pouvez pas le prouver. »« Mais je n'y suis pas obligée, » dit Miss Marple d'une voix douce, « parce que quelqu'un d'autre le savait déjà. C'est pour ça que la photo a été cachée. Parce que Violette voulait protéger le garçon. Peut-être savait-elle même qu'il était revenu à Thistlecroft, sous un autre nom. » Les yeux de Cray s'écarquillèrent. « Tu dis qu'il est l'un des invités ?» Miss Marple hocha la tête. « Oui, il était là la nuit de la mort du Major. Et je crois que c'est à cause de lui que Geoffrey Redford a été assassiné. » La voix de Lady Redford se brisa, à peine plus forte qu'un murmure. « Il est revenu. Je l'ai vu. Dans le couloir. Il ressemblait à Héloïse. » Cray s'avance. « Qui ?» Mais Miss Marple ne répondit pas. Son regard s'était porté vers la fenêtre, où la silhouette d'un homme arpentait la pelouse humide, son manteau flottant au vent. C'était le nouveau comptable de la maison, embauché discrètement 3 semaines avant le meurtre. Un homme au regard perçant et aux manières calmes. Il s'appelait, dit-il, James Harden. Mais Miss Marple savait mieux que ça. Et tandis qu'elle le regardait disparaître dans la maison de lierre au bord du jardin, elle se tourna vers Cray et dit « Nous devons l'arrêter avant qu'il ne disparaisse à nouveau. » Chapitre 8. Le murmure sous le plancher. Le bruit fut d'abord faible, presque imperceptible, un craquement rythmé et lent, comme un souffle coupé par les chevrons du manoir Thistlecroft. Il provenait de quelque part sous l'aile est. Miss Marple s'arrêta, sur le palier, sa bougie vacillant dans le courant d'air du couloir, et tendit l'oreille à nouveau. La plupart l'auraient pris pour le tassement de vieilles aux poutres ou une ruse du vent, mais elle s'était trop habituée aux maisons qui murmuraient leurs secrets la nuit. Ce n'était pas le grincement du bois qui bouge avec le temps. C'était un murmure indéniablement humain, étouffé et désespéré. Puis il disparut. L'orage qui avait menacé toute la journée avait enfin éclaté sur le village. Un rideau, de pluie continue tambourinant sur le toit et s'abattant contre les étroites fenêtres comme des doigts insistants. La maison, bien que vaste, semblait rétrécir dans l'obscurité. Les ombres s'allongeaient, le silence s'épaississait. Miss Marple, seule dans l'aile est, à l'exception des quartiers des domestiques en contrebas, se dirigea prudemment vers la source. Le sol sous ses pieds s'affaissait légèrement sous l'effet du temps, et la flamme de la bougie tremblait à chaque pas. Elle s'arrêta, devant la vieille salle de couture, un espace inutilisé depuis la mort d'Éloise Redford 15 ans plus tôt, et tourna lentement la poignée. La pièce sentait le renfermer, l'odeur oubliée de naphtaline et de poussière. De vieilles chaises étaient empilées les unes contre les autres, des rouleaux de tissu pliés sur une table, et des broderies délavées étaient épinglées au mur. Elle entra et laissa le silence s'installer.
Puis, avec précaution, elle tapota la planche centrale du sol du bout de sa chaussure. Le craquement est revenu. Et puis, une voix, si douce, si faible qu'on aurait à peine pu la qualifier de mot. Mais elle était là. Une simple syllabe, murmurée à travers les fissures comme un secret qui cherche à s'échapper. Aide. Miss Marple s'empressa de poser la bougie sur une table et s'accroupit pour inspecter le plancher. Il était déformé, irrégulier, mais pas cloué. Elle sortit le vieux coupe-papier d'un tiroir et le cala sous la planche d'angle. D'un coup sec, il se souleva. Une bouffée d'air froid et terreux s'éleva. Sous le plancher se trouvait un vide sanitaire peu profond, tapissé de toiles d'araignée et de poutres en bois. Et là, à peine visible dans la faible lumière, se tenait une petite silhouette ligotée. C'était Violette Marsh, pâle, tremblant et bâillonné. En quelques minutes, la maisonnée était en émoi. Cray fut appelée, la gouvernante poussa un cri perçant, et Lady Redford fut tirée de son lit, sa robe serrée contre sa poitrine, paraissant presque fantomatique à la lueur des bougies. Violette, une fois détachée et amenée dans la chaleur du salon, pouvait à peine parler. Ses lèvres étaient là bleues, ses membres raidis par le froid. Elle s'accrochait à la main de Miss Marple comme une enfant tandis que les autres se pressaient autour d'elle, exigeant des réponses. « Elle est là depuis au moins une journée », confirma le docteur Finch d'un air sombre. « Déshydratée, secouée, mais elle survivra. »« Comment est-elle arrivée là ?» demanda Cray. « Qui? L'a mise sous le plancher ?» La voix de Miss Marple était calme, mais posée. « La vraie question, inspecteur, c'est de savoir qui a eu l'occasion de le faire et pourquoi elle a été réduite au silence. » Violette, tremblante, parvint à murmurer. « Il m'a suivi. Dans la salle de couture. Il a dit que j'en savais trop. » Cray se pencha. « Qui ?» Mais Violette secoua simplement la tête, les yeux écarquillés et effrayés. Plus tard, tandis que les autres se retiraient une fois de plus, Lady Redford proposant d'aller chercher du cognac, Edith fumant furieusement sur le palier, Miss Marple s'assit avec Violette près du feu, l'enveloppant dans des couvertures et murmurant de douces assurances. « Tu te souviens de plus de choses que tu ne le dis, » dit-elle doucement. « J'ai peur. »« De qui ?» Violette la regarda d'un air suppliant. « Il a dit qu'il me tuerait, comme il l'a tué. » Miss Marple sentit un frisson la parcourir, plus froid que le vent qui claquait aux fenêtres. « Tu veux dire Héloïse ?» Violette hocha la tête. « Et maintenant, le major Redford ?» Les larmes montèrent aux yeux de Violette. Il a découvert l'histoire du garçon, l'histoire de James. Il n'était pas en colère, il avait peur, peur de ce qui pourrait sortir. Miss Marple lui prit doucement la main. « Dis-moi tout. » Violette frissonna. « Je l'ai aidée. Héloïse. Elle a écrit des lettres au tuteur de James après la disparition de Lionel. Elle voulait le récupérer. Geoffrey a refusé. Il a dit que ça gâcherait tout. Elle allait le défier. Puis elle s'est noyée. Ce n'est pas un accident ? Violette secoua la tête. Je les ai entendus se disputer. La veille. Et après, il était calme. Trop calme. Miss Marple se rassit, le feu crépitant doucement. Et vous avez gardé le silence ? Il le fallait. Pour le garçon. Pour James. Mais maintenant, quelqu'un avait essayé de la tuer. Le lendemain matin, la pluie cessa enfin. Le soleil filtrait à travers les fenêtres tachées de lierre et projetait de longues ombres sur la salle à manger. Cray arriva tôt et trouva Miss Marple déjà à table, sa tasse de thé fumant légèrement dans l'air frais. « J'ai parcouru les rapports des domestiques, » dit-il en s'asseyant avec un soupir. « Personne n'a vu personne entrer dans l'aile est la nuit où Violette a disparu. »« Il ne l'aurait pas fait, » répondit Miss Marple, « parce que la personne qui l'a caché n'est pas entrée par la maison principale. Ils ont emprunté le passage des domestiques passant par l'arrière-cuisine. J'ai vérifié les marches de derrière ce matin. Des traces de boue très légères. Et la fenêtre de la salle de couture, vous remarquerez, n'était pas verrouillée. Le volet était entrouvert. Cray la regarda. « Tu crois que c'était James Harden ? » « Je pense que James connaissait la vérité. Sur ses origines, sur la mort d'Héloïse. Je crois qu'il a confronté Geoffrey Redford la nuit du meurtre. Et je crois que quelqu'un les a entendus. « OMS ! Miss !» Marple leva sa tasse de thé.
Quelqu'un qui avait vécu avec le poids du secret pendant des années. Quelqu'un qui avait profité de l'absence d'Héloïse. Quelqu'un qui craignait le scandale plus que le crime. Lady Redford. Elle le savait, dit simplement Miss Marple. Elle savait que ce garçon n'était pas de Geoffrey, et que la réapparition du fils de Lionel Gorse détruirait tout ce qu'elle avait épousé. Et maintenant, Violette? J'allais dire la vérité. C'est pour ça qu'elle a disparu, et c'est pour ça qu'elle a été cachée. Mais Lady Redford n'a pas la force de porter un corps à travers la maison. Non, l'interrompit doucement Miss Marple. Mais elle n'y était pas obligée, parce qu'elle avait de l'aide, quelqu'un de loyal, quelqu'un dont personne n'a prononcé le nom. Cray se pencha en avant. Qui? Miss Marple tourna les yeux vers le couloir. Le valet, le père de Geoffrey, Harcourt, licencié depuis des semaines, malade, comme par hasard. Mais j'ai parlé à la postière. Elle dit qu'il vient tous les matins chercher le courrier. Il travaille toujours, discrètement. Et vous vous souviendrez que Violette a mentionné un jour avoir entendu une toux, profonde, comme celle d'un vieil homme, dans le couloir alors qu'elle était coincée. Cray se leva, alarmé. « Tu crois qu'il est encore là ?»« Je crois qu'il n'est jamais parti. Je crois qu'Harcourt vivait dans le grenier au-dessus du garage, sous les ordres. Il surveillait, il écoutait. » Et, juste au moment où elle le disait, un son résonna à nouveau dans le couloir. Le même murmure. Bas, humide, rauque. Cette fois, pas sous le plancher, mais au-dessus, dans les chevrons. Cray se retourna brusquement, appelant déjà les gendarmes. Mais Miss Marple resta assise. Elle avait déjà déduit ce que signifiait le murmure. Et elle savait ce qu'il trouverait caché dans la chambre d'Harcourt, sous les avant-toits grinçants, là où la lumière était la plus faible et la poussière la plus épaisse. Un journal, les propres mots du valet, et en haut de l'entrée finale, « Le garçon est là, il sait. J'ai vu les yeux de sa mère dans les siens, et elle est morte à cause d'eux. » Miss Marple ferma son carnet et murmura pour elle-même « Maintenant, la chambre va parler. » Chapitre 9. Les gants pliés dans le mauvais tiroir. La pluie s'était enfin calmée, laissant derrière elle une odeur de mousse, de fumée de bois et de pierres humides qui persistait dans les couloirs du manoir. Thistlecroft comme un souvenir indélébile. Le meurtre du major Geoffrey Redford avait bouleversé l'ordre établi de la maisonnée, et malgré les jours écoulés, ses occupants se déplaçaient encore comme si une force invisible planait derrière chaque porte verrouillée. Ce n'était pas exactement de la peur, mais plutôt de l'attente. Quelque chose dans l'air retenait son souffle. Miss Marple, quant à elle, n'était pas restée inactive. Son tricot était intact, son thé souvent froid, et son expression de plus en plus distante. Elle écoutait, non pas les ragots ni les hurlements du vent qui s'enroulaient autour des pignons, mais les contradictions. C'est Edith Chiltern qui lui apporta l'indice, par pur hasard. Elle aidait la gouvernante à réorganiser le linge dans l'aile des invités. 2 des chambres à l'étage étaient en préparation pour l'enquête approfondie de l'inspecteur de police. Et, ce faisant, avait ouvert l'une des armoires en chêne de la chambre de Lady Redford. Elle y trouva un tiroir soigneusement rangé, dont le contenu était plié avec une précision chirurgicale. Des foulards en soie, une rangée de mouchoirs et, plus curieux encore, une paire de gants d'homme en cuir marron doux, délicatement placés entre des couches de papier de soie parfumée à la rose. « Ce n'est pas à Geoffrey », avait aussitôt dit Edith, les sourcils froncés de malaise, tandis qu'elle racontait sa découverte à Miss Marple. Il gardait toujours ses gants dans le bureau, 3e tiroir à droite. Ceux-là étaient à cacher comme s'ils étaient destinés à ne jamais être vus. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et le parfum, la rose, ce n'est pas non plus la préférence du major. »« Non, » répondit Edith. « Cynthia, tout ce qu'elle possède en a une légère odeur. Elle insiste pour que son linge soit conservé dans des sachets imbibés. Mais des gants, c'est inhabituel, non ?»« Très. » En milieu d'après-midi, Miss Marple se retrouva seule dans la chambre de Lady Redford, une pièce qui collait parfaitement au caractère de sa propriétaire. Symétrie, ordre et maîtrise glaciale. Chaque recoin était dépoussiéré, chaque bouteille sur la coiffeuse parfaitement alignée, chaque ourlet de rideau effleurait le sol, jamais 1 millimètre de plus. Ce n'était pas une pièce propice à l'incertitude. Et pourtant, là, dans l'armoire,
cachés derrière le double fond du troisième tiroir, se trouvaient les gants. Elle les souleva avec précaution. Il y avait de légers plis aux jointures, signes d'usure récente. Un fil lâche au poignet, et juste sous la doublure, presque invisible à l'œil nu, une tache brun rougeâtre. Elle n'avait pas besoin d'un laboratoire pour savoir qu'il s'agissait de sang séché. Miss Marple replia les gants et les glissa dans son sac à main. La question n'était pas seulement de savoir à qui ils appartenaient, mais pourquoi ils avaient été déplacés. S'il s'agissait des gants que portait le major, ou peut-être ceux du meurtrier, pourquoi les avoir cachés ici, dans la chambre de Lady Redford? À moins, bien sûr, qu'ils ne soient destinés à être retrouvés dans un tout autre contexte. Elle rencontra l'inspecteur Cray dans la cage d'escalier, arpentant la pièce avec l'énergie insatiable d'un homme qui savait que les réponses étaient à portée de main. Elle le prit à part et lui déposa délicatement les gants dans les mains. « Ils étaient cachés, dit-elle. Non pas dans le bureau du major, mais dans le tiroir à linge de Lady Redford, avec ses foulards. » Il les retourna, les yeux plissés. « Du sang ? Je le crois. Mais le plus important est la supercherie. Quelqu'un a déployé de grands efforts pour les déplacer, de leur place, vers un tiroir que personne n'utiliserait jamais. Une cachette enveloppée de parfums et de bienséance. Tu dis qu'elle les a déplacés ? Je dis que quelqu'un voulait nous faire croire qu'elle l'avait fait. Ce soir-là, tandis que les lampes s'allumaient et que le froid regagnait les vieux os du manoir, Miss Marple était, assise près de l'âtre du petit salon, attendant James Harden. Le jeune homme était resté silencieux depuis que sa véritable filiation avait été révélée par la photographie dissimulée derrière le papier peint et les murmures terrifiés de Violette Marsh. Il entra dans la pièce avec la démarche d'un homme accablé par des décennies qui n'étaient pas les siennes. « Je n'ai jamais voulu faire partie de cette histoire », a-t-il déclaré sans préambule. « J'ai seulement compris pourquoi ma mère était morte. Pas pour hériter, pas pour punir qui que ce soit. » Miss Marple l'observa. « Mais vous avez posé des questions, et les questions dans des maisons comme celle-ci sont dangereuses. Je ne pensais pas qu'elle essaierait de faire taire Violette. »« Non, » répondit Miss Marple. « Moi non plus. » Il la regarda dans les yeux. « Tu crois que c'était elle ? » « Je crois que Lady Redford a fait beaucoup de choses, mais je ne crois pas qu'elle ait tué votre mère, ni le major Redford. » Il cligna des yeux. « Et alors ? » « C'est ce que les gants ont commencé à nous dire, » dit doucement Miss Marple. La nuit s'épaississait. À l'étage, Edith Shelton remonta le couloir d'un pas léger, se tournant instinctivement vers la chambre autrefois réservée au docteur Finch. Il n'était pas revenu au manoir depuis le lendemain du sauvetage de Violette, prétextant des affaires urgentes à Londres, bien que personne n'ait vu arriver un taxi. Et pourtant, sa chambre n'avait pas été libérée. Elle marqua une pause, puis se glissa à l'intérieur. Sur la coiffeuse se trouvait une valise vide, petite, doublée de velours, juste assez grande pour contenir un pistolet. Dans le tiroir du bureau, il restait un seul morceau de papier, à moitié déchiré, avec un fragment de phrase « S'il trouvait les gants, détruisez la deuxième paire ». Elle est devenue froide. Quelques minutes plus tard, elle était à la porte de Miss Marple. Ils se dirigèrent silencieusement ensemble, lanterne à la main, vers le bureau. Le bureau du major avait été examiné à plusieurs reprises par les hommes de Cray, mais Miss Marple était depuis longtemps convaincue qu'il cherchait au mauvais endroit. Elle ouvrit le tiroir du bas et appuya doucement sur le panneau arrière. Un léger clic retentit et un double fond se souleva. À l'intérieur se trouvait une autre paire de gants, identiques à la première. Mais cette paire avait une lettre pliée à l'intérieur. Miss Marple lisait à haute voix, la voix ferme. « À quiconque trouve ceci, s'il m'arrive quelque chose, sache que Lionel Gorse n'est pas mort. Il est revenu sous un autre nom, et je crains profondément qu'il ne vive sous ce toit. Cynthia ne se doute de rien, mais je crois que Finch le sait. Il était plus proche d'Éloise qu'il ne le laissait paraître. Et il s'est passé des choses qui ne doivent pas atteindre James. Je ne sais pas si j'aurai la force d'arrêter ce qui arrive, mais si je n'agis pas rapidement, il sera peut-être trop tard. G.R. Miss Marple plia la lettre. Il savait. Le major Redford connaissait son assassin, et il craignait que ce qui était arrivé à Héloïse ne se reproduise. Et ce n'était pas Cynthia qu'il craignait. Alors c'était le docteur Finch, dit Edith, la voix rauque. Finch a toujours été un homme calculateur, murmura Miss Marple.
Il tenait à Héloïse, peut-être même l'aimait-il. Mais quand elle a choisi Gorse, quand elle a donné naissance à son enfant, cela a détruit quelque chose en elle. Et quand il a vu James revenir, qu'il a vu le regard d'Héloïse dans les yeux, je crois qu'il a craqué. Je crois qu'il a tué Geoffrey par fureur, par culpabilité, et pour effacer toute trace de la trahison d'Héloïse. Mais pourquoi mettre les gants dans la chambre de Cynthia? Pour détourner les soupçons, pour en finir en beauté, une veuve en deuil, une liaison, un mobile bien ficelé. Mais il a sous-estimé Violette, et James, et si je puis me permettre, moi. Alors que l'aube pâlissait sur le domaine du manoir, Cray et 2 agents pénétrèrent dans les appartements abandonnés de Finch. Dans le conduit de cheminée, ils trouvèrent des restes de papeterie brûlée, d'épaisses cendres et des coulures de cire. Dans l'armoire, une valise prête à l'emploi. Sous le plancher, le canon d'un revolver. Mais Finch était parti, et épinglé sur le miroir au-dessus de la coiffeuse, en écriture cursive soignée, « Certaines vérités méritent le silence, mais le sang finira par couler. » Miss Marple se tenait à la fenêtre et regardait le soleil se lever lentement sur les champs bordés de givre. Il y aurait un autre décès, et une autre vérité, toujours cachée sous des couches de culpabilité et de temps, attendant son heure. Et les gants, pliés dans le mauvais tiroir, avaient en parlé. Maintenant, c'était le silence qui criait. Chapitre 10. Le silence après la mort de l'oiseau chanteur. La pluie revint juste avant l'aube, tombant en un murmure sur les toits du manoir Thistlecroft. Douce et régulière, telle une berceuse chantée par les morts, la maison dormait d'un sommeil agité. Sous les combles, derrière les volets clos et les portes verrouillées, les habitants gisaient plongés dans des rêves agités, hantés non par des fantômes, mais par des secrets, chacun meurtri par le poids des révélations qui continuaient à se dévoiler. Miss Marple, cependant, ne dormait pas. Elle était assise dans la salle à manger près du feu, les mains immobiles et les pensées en ébullition. Derrière la vitre, le jardin était plongé dans l'obscurité des feuilles mouillées et le vieux bain d'oiseaux en pierre empli de reflets tremblants. Dans la cage près de la fenêtre, la linotte s'était tue. C'était peut-être la chose la plus choquante de toutes. L'oiseau, une petite créature à la poitrine alezan et à la voix si claire qu'elle pouvait réchauffer une pièce, avait fait la fierté du major. Il en avait pris soin avec obsession. Il l'avait nourri au compte-gouttes, changé son eau avec de l'eau de pluie filtrée, et même déplacé sa cage selon l'intensité du soleil. Il chantait tous les matins, sans faute. Mais ce matin-là, seul le silence régnait. La cage était ouverte. L'oiseau gisait immobile au fond, les plumes aplaties de façon anormale, une aile étrangement repliée sous son flanc. À première vue, on aurait pu croire qu'il était mort de peur ou de froid. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Elle se pencha et aperçut une infime trace de sang sur le papier qui tapissait le perchoir. Lorsque l'inspecteur Cray fut appelé, la pluie s'était épaissie et la maison s'agita de nouveau. Miss Marple, debout près de la cage à oiseaux, le regarda d'un air plus sévère que d'habitude. « Ce n'était pas un accident, » dit-elle en désignant la cage. « Quelqu'un l'a tué délibérément, et non par cruauté. » Cray fronça les sourcils et s'agenouilla près du stand. « Un oiseau chanteur ? Mais pourquoi ? » « Parce qu'il a vu quelque chose, » dit-elle simplement. « Ou plutôt, parce que quelqu'un craignait, qu'on remarque qu'il avait cessé de chanter. » Il se leva et brossa son manteau. « Tu crois que c'est lié au meurtre ? » « Je crois que l'oiseau est mort la nuit dernière, » dit-elle à voix basse. « Et il chantait encore hier après-midi, ce qui réduit considérablement le temps. Et je crois qu'il s'est arrêté de chanter au moment précis où quelqu'un est entré dans cette pièce. » Cray se retourna brusquement. « Tu dis que l'oiseau a reconnu le tueur ? » ?»« Non, » répondit-elle. « Mais moi, si, j'ai entendu le silence. » Elle le raconta à voix basse. Comment, en fin d'après-midi, elle avait traversé le couloir. Comment la mélodie de la linotte, si constante, avait soudainement cessé. Non pas atténuée, arrêtée, comme frappée de silence par une présence. Elle avait trouvé cela étrange, mais sans signification. Maintenant, elle comprenait ce que c'était, un avertissement. Elle passa l'heure suivante à se déplacer prudemment dans le manoir, parlant doucement, posant des questions que d'autres n'auraient peut-être pas posées. Elle demanda à Violette à quelle heure elle avait vu l'oiseau vivant pour la dernière fois. Violette s'en souvenait parfaitement.
Il avait gazouillé juste avant le dîner, fort et joyeux. James Harden, interrogé, admit avoir également entendu le chant. « Petite bête agaçante », avait-il dit d'un ton absent, mais sa voix manquait de conviction. Seule Edith Sheltern n'avait rien dit. Lorsque Miss Marple la retrouva plus tard dans la galerie ouest, regardant, la pluie, la cigarette de la femme tremblait faiblement entre deux doigts. « Ce n'était pas juste un oiseau, n'est-ce pas ?» demanda doucement Edith, sans se retourner. « Non, dit Miss Marple. Il l'aimait plus que la plupart des gens. »« Il l'a compris, dit Miss Marple, et j'imagine qu'il l'a compris. » Edith se retourna alors. « Tu crois que quelqu'un l'a tué à cause de ce qu'il a entendu ? » ?»« Pas ce qu'il a entendu, ce qu'il marquait. » Son silence trahit un instant. L'instant précis où quelqu'un s'est glissé dans cette maison, inaperçu des yeux humains, mais pas d'une créature qui ne chante que lorsqu'elle se sent en sécurité. Edith écrasa la cigarette sur le rebord de la fenêtre. « Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas ? Le major est toujours mort. Héloïse est toujours morte. Et personne ne les ramènera. »« Non, » acquiesça Miss Marple. « Mais nous pourrions quand même rendre justice. » Le soir, la pluie s'était transformée en brume et le salon du manoir avait été transformé en salle d'enquête temporaire. Cray était assis, les gants récupérés dans le tiroir de Lady Redford sur la table à côté de lui, ainsi que la seconde paire trouvée dans le bureau. Les lettres, les fragments de journal, la photographie carbonisée, le puzzle était presque terminé. Miss Marple entra la dernière, tenant un bout de papier qu'elle avait trouvé caché derrière la cage à oiseaux. Un mot plié, froissé et jauni. Il n'était pas neuf. Il était adressé à « dans une écriture soignée et élégante. Elle l'attendit à Cray. « Une autre lettre de Lionel Gorse, dit-elle, mais jamais livrée. Elle était cachée derrière le support de la cage, peut-être par Héloïse, peut-être par quelqu'un d'autre. Mais elle confirme la liaison. Elle mentionne aussi une bague, un sceau en or, le sceau de Gorse. Il a écrit qu'il la laissait à son fils. » Les yeux de Cray se plissèrent. « Tu crois que James Harden l'a trouvée ? » ?»« Non, je pense quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a réalisé qu'un symbole comme celui-là, un blason, pouvait révéler l'identité de James. »« Lady Redford ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Elle le savait déjà. » Elle se tourna vers les autres lorsqu'ils entrèrent. Edith, Violette, James. Un silence régna. « Je crois que celui qui a tué Geoffrey Redford ne l'a pas fait pour dissimuler un ancien crime, » dit-elle lentement, « mais pour en empêcher un nouveau. Geoffrey avait l'intention de nommer James son héritier. Il avait fini par accepter la vérité sur l'enfant d'Héloïse, mais cela signifiait que quelqu'un d'autre perdrait tout. » Les yeux se tournèrent vers Violette, mais elle semblait seulement perplexe. Miss Marple se tourna vers Edith. « Je crois toi. J'ai tué le major. » Le visage d'Edith se figea. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu l'as aimé autrefois, mais il a choisi Héloïse. Et quand Héloïse est morte, tu as pensé qu'il se tournerait peut-être enfin vers toi. Mais il a épousé Cynthia. Et quand James est arrivé, tu as vu tout ce que tu désirais s'évanouir. Une fois de plus. » La voix d'Edith se brisa. « Ce n'est pas... Tu t'es glissé dans la salle à manger hier après-midi, » poursuivit Miss Marple calmement. « Tu pensais que personne ne le remarquait. Mais la linotte, si. Elle s'est tue dès ton entrée. Et quand tu es parti, elle a cessé de chanter. » Cray se leva. « C'est vrai ? J'ai trouvé des plumes dans la poche de son manteau, » dit doucement Miss Marple. « Tout à l'heure, écrasée, humide, elle a essayé de s'en débarrasser, mais la pluie avait déjà abîmé son manteau. » Edith Chiltern, autrefois si calme, s'affala soudain sur la chaise la plus proche. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, n'exprimait pas de colère, mais d'épuisement. « Je ne voulais pas, je voulais juste l'effrayer. Mais il a ri. Il a dit que je n'avais plus rien pour le menacer. Et l'oiseau ? Je suis revenu plus tard, pour voir si j'avais laissé quelque chose. Je l'ai entendu gazouiller. C'était insupportable. Je me suis dit, si je pouvais arrêter quelque chose du chant. » Elle s'est interrompue. Violette, de l'autre côté de la pièce, pleurait en silence. James resta stupéfait. Miss Marple posa doucement une main sur l'épaule d'Edith. « Il n'y a aucune satisfaction à réduire les autres au silence, » a-t-elle déclaré. « Seulement de la solitude. » Cray s'est déplacé pour procéder à l'arrestation,
Mais Miss Marple est restée immobile. Dehors, la cage de l'oiseau chanteur était maintenant vide près de la fenêtre. Mais le silence qui suivit n'était plus silencieux. C'était plein. Et il a parlé. Chapitre 11. La vérité cousue dans l'ourlet du rideau. L'orage revint en force aux premières heures du matin, rappelant brutalement et furieusement que toutes les forces du monde ne se contentaient pas de rester silencieuses. Le tonnerre claqua comme un coup de mousquet au-dessus de nos têtes, tandis que le vent fouettait les arbres centenaires bordant le jardin du manoir de Thistlecroft. À l'intérieur, la maison tremblait. Miss Marple s'était levée tôt, incapable de dormir, et errait doucement dans les couloirs supérieurs, un châle sur les épaules et une petite lampe à huile à la main. Ses pensées d'éternité confuses. La confession émiettée d'Edith Chiltern, le fantôme d'Héloïse planant encore dans le silence, la dignité tranquille de James Harden, et un dernier détail qui refusait toujours de se mettre en place. Une pièce refusait toujours de parler. Et Miss Marple avait appris depuis longtemps que lorsqu'une chose est trop silencieuse, c'est souvent qu'elle se cache. Ce fut un léger bruit, à peine audible par-dessus le vent, qui l'attira dans la chambre est abandonnée, une pièce longtemps fermée après la mort d'Éloise Redford et laissée intacte par une cruelle révérence. La pièce était sombre, les murs ternis par l'humidité, mais la tempête avait légèrement agité les rideaux dans le courant d'air. Un long panneau, tendu devant la fenêtre, flottait au gré du vent, son ourlet effleurant le parquet à un rythme nerveux. Miss Marple marqua une pause. Quelque chose dans ce mouvement lui parut anormal. Elle s'approcha et remarqua la couture, délicate mais irrégulière. Pas le point machine habituel, prisé par le personnel de Thistlecroft, mais cousu à la main, comme fait en secret, rapidement, et par quelqu'un d'inexpérimenté. Et là, dans le pli de l'ourlet du rideau, une petite bosse. Elle sortit ses ciseaux et coupa délicatement les fils. Un carré de mousseline plié apparut d'abord. Puis une enveloppe, scellée, jaunie mais parfaitement intacte. Elle avait été aplatie, protégée du temps. Le papier tremblait dans sa main lorsqu'elle le retourna. Il n'y avait pas d'adresse, seulement un nom écrit d'une écriture élégante et fluide. Éloise. À l'intérieur se trouvait un mot. Miss Marple en eut le souffle coupé. L'encre était passée mais toujours lisible. On pouvait y lire. Ma chérie, si quelque chose m'arrive, la vérité éclatera. Geoffrey le sait. Et s'il ne peut pas nous protéger, tu dois trouver quelqu'un qui le pourra. Je cacherai ceci là où personne ne pensera à regarder, dans la pièce qu'ils ont aménagée pour me donner la mort. Dis à James qu'il n'est pas oublié, et que l'amour, même enterré, ne meurt pas. Il a été signé L. G. Lionel Agent. Miss Marple resta silencieuse, écoutant la pluie s'abattre sur les vitres. La vérité, cachée non dans le feu, ni dans de fausses lettres, ni dans des confessions murmurées, mais dans les points d'un rideau que personne n'avait osé bouger depuis la mort de cette femme. Elle referma l'enveloppe, les mains désormais fermes. Il ne s'agissait plus seulement du meurtre de Geoffrey Redford. Il s'agissait de décennies de mensonges construits sur le silence d'une femme qui avait osé vivre pour elle-même, et d'un homme qui l'avait aimée en secret. Lorsque l'inspecteur Cray arriva, convoqué d'urgence par télégramme, Miss Marple avait déjà tout exposé. Les gants, l'oiseau chanteur, la bague manquante, la photo derrière le papier, peint. Chaque fil conducteur ramenait non pas à Lady Redford, ni à Edith, ni même à Finch seul, mais à la blessure qui ne s'était jamais refermée depuis la prétendue noyade d'Héloïse, la première trahison. Cray lut la lettre en silence, puis se rassit en se frottant le front. Alors Gorse n'est jamais parti. Non, répondit Miss Marple. Il s'est caché. Peut-être avec l'aide de Finch au début, ou peut-être a-t-il quitté la maison et a-t-il été présumé mort par tous, sauf Héloïse. Quoi qu'il a, en soi, il est revenu sous un nouveau nom et a observé la scène depuis la périphérie. Mais la mort d'Héloïse, accidentelle ou par meurtre, nous ne la connaissons toujours pas avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que Geoffrey a appris la vérité et l'a cachée pendant des années. Jusqu'à la réapparition de James. C'est à ce moment-là, je crois, que tout a commencé à s'effondrer. Et ceci, dit Cray en désignant la lettre, était le dernier fil. L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. Non, il y a encore une chose qui cloche, la disparition de Finch.
Il a disparu. Il s'est enfui. Peut-être, mais pas par culpabilité, par peur. Cray leva brusquement les yeux. Tu crois qu'il n'a pas tué Geoffrey? Non, répondit doucement Miss Marple. Je pense qu'il savait qu'il avait fait. Et je pense qu'il a essayé de les en empêcher. Le vent s'abattit sur le côté du manoir avec un bruit de coups de feu. À cet instant, quelque chose changea dans l'esprit de Miss Marple. Elle se tourna vers Cray. « J'ai besoin de voir James. » Tout de suite. Ils le trouvèrent dans la bibliothèque, assis près du feu, un livre ouvert sur les genoux, mais non lu. Il leva les yeux à leur entrée, le regard calme et circonspect. « Monsieur Harden, » commença doucement Miss Marple, « puis-je vous demander, depuis combien de temps savez-vous qui était vraiment votre père ?» James hésita. « Je le sais depuis un moment. »« Et l'as-tu déjà dit à Geoffrey Redford ?»« Il a... Dis-moi, » dit James doucement. « Il a dit qu'il voulait arranger les choses, qu'il avait fait du tort à ma mère. » Miss Marple hocha la tête. « Mais quelqu'un d'autre a entendu. Quelqu'un qui avait plus à perdre que quiconque. » James fronça les sourcils. « Tu veux dire Cynthia ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Je parle de celle qui avait passé des années à effacer le passé, à cacher lettres, photos, vérités. Celle qui avait accès à chaque pièce, qui voyait tout. » Le visage de James pâlit. « La gouvernante, Madame Hargrove. » Miss Marple se tourna vers Cray. « Tu dois l'amener. Tout de suite. » Mais la gouvernante était partie. Sa chambre était vide, sa malle vidée. Une enveloppe, adressée à personne, reposée sur l'oreiller. Cray l'ouvrit d'une main tremblante. « Je l'ai protégée. J'ai fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Il l'a fait pleurer. Il l'a fait rapetisser. J'ai tout vu. Et quand le garçon est revenu, j'ai su que tout recommencerait. J'ai tout arrêté. Les gants étaient à moi. Je les ai donnés à Cynthia pour qu'elle les nettoie. Elle ne l'a jamais su. Maintenant, tu le sais. Dis à James que je suis désolé. Dis à Éloise que j'ai fait de mon mieux. » Il n'y avait pas de signature. Miss Marple se tenait dans l'embrasure de la porte, la tempête s'élevant à nouveau derrière elle comme un rideau tiré sur une scène. « Eh bien, » dit-elle doucement, « il semble que nous ayons trouvé la faille. Et la vérité, comme toujours, était cousue là où personne n'osait. Regardez !» Dehors, le vent soufflait dans la roseraie, arrachant les pétales dans la nuit. Mais à l'intérieur, le silence avait changé. Il ne posait plus de questions. C'était devenu la réponse. Chapitre 12, le nom qui saignait du bord du tapis. Tout commença, comme c'est souvent le cas au manoir de Thistlecroft, par un incident. L'orage était enfin passé, laissant derrière lui le silence fragile d'un paysage détrempé. Le ciel était pâle et indifférent. Une brume légère s'enroulait sur les pelouses, comme si la maison elle-même expirait après avoir trop longtemps retenu son souffle. À l'intérieur, l'air avait changé. Le silence régnait, non pas celui de la paix, mais celui de l'aboutissement. Edith Chiltern avait été arrêtée. Le docteur Finch avait disparu. Le personnel de maison s'agitait comme des murmures, effrayé même par ses propres pas. Et pourtant, malgré tout ce qui avait été découvert, liaisons, faux, mensonges cachés dans le papier peint, vérité cousue dans les ourlets, des rideaux, Miss Marple sentait que le fil final n'avait pas encore été tiré. La maison recelait encore un secret. Ce fut juste après le petit déjeuner, dans le salon, qu'elle le remarqua. Le tapis de cheminée, encore. Ce même épais tissage turc qui avait bercé le corps du major Redford la nuit de sa mort. Le sang avait été nettoyé depuis longtemps. Les meubles avaient été remis en place. Les rideaux avaient changé. Mais le tapis était resté, peut-être par une étrange déférence pour son histoire, ou par culpabilité. Miss Marple le fixait maintenant, les yeux plissés. Quelque chose avait changé dans sa perception. Le tapis n'était pas seulement un témoin du crime. Il y participait. Elle avança lentement, s'agenouillant à côté, appuyant sa paume contre les fibres usées près du bord inférieur. La voilà de nouveau, cette légère différence de texture, quelque chose de grossier tissé sous le motif. L'ourlet s'était légèrement effiloché au lavage. Un fil s'était défait. Doucement, elle glissa son doigt dessous et le souleva. Au début, cela ne semblait être qu'une tache sombre, un vestige que le nettoyage avait oublié. Mais non, c'était plus profond que la teinture. Quelque chose y était écrit, dissimulé par le tissage. Elle plissa les yeux, puis sortit sa petite loupe de son sac à main.
Les lettres avaient été cousues à la hâte sous le tapis, puis recouvertes de laine noircie. Le temps, l'usure et l'humidité avaient tiré le fil vers l'avant. Un nom, en fil couleur sang. Bouvreuil. Elle ne haleta pas. Elle ne parla pas. Elle se leva, alla jusqu'à la sonnette et sonna pour appeler Cray. L'inspecteur arriva quelques instants plus tard, comme attiré par l'instinct. Il lut le nom avec une appréhension grandissante. « Vous pensez qu'il l'a laissé ?»« Non, dit Miss Marple. Je pense qu'il saignait derrière. Je pense que le major Redford a riposté. Vous pensez qu'il a blessé Finch pendant l'attaque? Je crois que Geoffrey Redford savait exactement qui venait le chercher. Il a mis des gants, non pas pour se protéger les mains, mais pour cacher ses tremblements. Et il avait un couteau. J'ai remarqué la coupure dans le plaquage de la table d'appoint ce soir-là. Tout le monde pensait qu'elle était ancienne. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. La voix de Cray était sombre. Il faut le retrouver. Le visage de Miss Marple était indéchiffrable. Nous l'avons déjà fait. C'est plus tard dans la journée que la lettre arriva. Postée 3 jours plus tôt, avant la disparition de Finch, adressée à Miss Marple, remise en main propre par un garçon du coin. À l'intérieur, une simple feuille. Vous êtes intelligente, Miss Marple. J'espérais pouvoir échapper à ce que j'avais fait. Mais au final, elle était toujours plus forte. Héloïse. Elle vivait dans les yeux de ce garçon. Je la vois à chaque fois qu'il parle. Geoffrey a essayé de faire la paix. Je n'ai pas pu le laisser faire. Je ne regrette rien. Mais je suis fatigué. Il n'y avait pas de signature. Mais le cachet postal était celui de Torquay. Miss Marple et Cray partirent ensemble le lendemain matin. L'adresse correspondait à une maison de vacances louée en bord de mer, près des falaises. La propriétaire raconta que le monsieur était resté discret, parlait peu et marchait souvent. Un manteau avait été retrouvé, abandonné près des rochers. Ses chaussures étaient encore humides lorsque l'agent les découvrit au bord du sentier. Aucun corps ne fut retrouvé. Juste une traînée de pas qui s'arrêtait au bord. Cray resta silencieux, le regard fixé sur les vagues déferlantes. « Tu crois qu'il est vraiment parti ?» Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Puis doucement. « Je pense qu'il a toujours eu l'intention de disparaître. Dans la mer ou dans la légende, je ne sais pas. Mais son histoire est terminée maintenant. » Ils retournèrent à Thistlecroft en silence. Le manoir était plus calme maintenant. La tragédie était terminée. Violette Marsh était partie pour le Yorkshire, accompagnée d'une cousine éloignée qui lui avait promis qu'on veillerait sur elle. James Harden resta un moment, se promenant principalement dans les allées du jardin au petit matin, effleurant de la main les rosiers plantés sous les fenêtres orientées à l'est, ceux qu'Héloïse avait autrefois tenus à garder, malgré les plaintes de Geoffrey. Une semaine plus tard, Miss Marple était assise dans la salle à manger, regardant le soleil se lever à travers les hautes fenêtres, une tasse de Mondatson's thé à la main. Cray la rejoignit, pliant le journal avec un soupir. « C'est fini, dit-il. »« Oui, répondit-elle. Mais je me demande combien de personnes comprennent vraiment ce qui s'est passé ici. »« Tu veux dire la presse ?»« Non, je parle des villageois. Les Redford étaient tenus en si haute estime. Les gens préfèrent que leurs piliers restent debout, aussi creux soient-ils. Tu penses qu'ils vont oublier ? Avec le temps, ou réécrivez-le à leur convenance. Peut-être Héloïse deviendra-t-elle un personnage tragique ? Geoffrey, un noble accablé par le scandale. Finch, question marque. Il se fondra dans un récit édifiant. Mais la vérité, je trouve, s'intéresse moins à la justice qu'à la connaissance. Cray hocha la tête. Et vous, Miss Marple ? Resterez-vous encore un peu ? Elle sourit. Non, merci. J'en ai assez des couloirs sombres et des secrets mouillés par la pluie. Je crois que je vais retourner à St. Mary Mead. J'ai un rosier à moi qui a besoin d'entretien. Alors qu'elle se levait pour partir, son regard se posa à nouveau sur le tapis du foyer, fraîchement replacé. Propre, frais, sans tache. Mais elle se souviendrait toujours du nom qui saignait de son bord. Et l'homme qui l'a écrit non pas avec de l'encre, mais avec culpabilité.